Attention tout le monde, on fait un dernier check-up et après on lance la 11e saison. Contrôle du Morbihan. J'ai Serra en ligne, ok pour le Morbihan. Contrôle d'Ille-et-Vilaine. J'ai Redon en ligne, ok pour l'Ille-et-Vilaine. Contrôle du Finistère. J'ai le FAO en ligne, ok pour le Finistère. Très bien, on va plus loin, contrôle de l'Essonne. J'ai Villebon-sur-Yvette en ligne, ok pour l'Essonne. Super, contrôle de la Haute-Loire. J'ai Issingeau en ligne, ok pour la Haute-Loire. Et contrôle de la Gironde. Et j'ai Bordeaux en ligne, ok pour la Gironde. Très bien, on fait la checklist des partenaires. Jeux. Oui, Croque-Jeu à Brest, tout est prêt pour eux. Partenaire bande dessinée. Espace culturel Leclerc à Plohermel, tout est prêt pour eux également. Super, tout est ok. Des luttes et les plumes, 11e saison, pareil au décollage. C'est marrant quand même, t'as vu, il y a 3 gars qui regardent le décollage, là, qui nous font des grands signes. Ouais, coucou, coucou. Ah, c'est fou, hein, ils ressemblent à Alexis, Talmo et Damien, les animateurs de l'émission. Ah mais non, mais comment on a pu les oublier ceux-là? Bon bah écoute, moi je fais demi-tour et toi tu lances le générique. Allez, générique. Tu veux jouer avec moi? Oh non, le je pense que je les ai lancés. Le je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des ludes et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique. Bonsoir et bienvenue dans Des ludes et des plumes. On est ensemble pour 2 heures de discussion, papotage et autres verbillages volatiles. Pour j'ai à ma droite Talmo. Tu sais de quoi je vais vous parler ce soir? Non. Et qui toujours disparaît quand tu te retournes, le boogie. Parler de mon Alex musical, j'ai tout compris de travers. Eh ben, j'ai hâte d'entendre ça. On est très heureux de vous retrouver parmi nous ce soir. À vous qui nous écoutez à la radio ou à vous qui nous suivez sur chacun fait comme il veut. L'important c'est de passer un bon moment et surtout de se souvenir de choses parce que aux années 90, aux années 2000, moi j'étais né. Vous, je ne sais pas. Toi Talmo aussi sûrement. Damien, il est un petit peu jeune pour peut-être avoir toutes les références. Mais justement, on va voir si t'as la ref. Alors, Talmo, on va commencer avec toi. Choisis-moi une catégorie. Eh bien, je vais prendre grand écran. Grand écran. Il y a 3 niveaux de difficulté par catégorie. Il y a la difficulté forcément facile, moyen, enfin intermédiaire, et difficile. Et ça, par contre, je choisis pas. Ça va être au petit bonheur la chance. C'est ça, c'est distribué. Allez, vas-y. C'est mélangé. Hop, j'en prends une au hasard. Grand écran, intermédiaire. Quel chanteur interprète la bande originale du film Tarzan? Moi, je l'ai. Alors, il y a une option dans le jeu qui dit que si au bout de 15 secondes, la personne ne sait pas répondre et qu'un adversaire a, il peut dire « J'ai la ref !» Phil Collins. Exact, Phil Collins. Parce que tu étais parti sur le film, toi. Ouais. Mais on parlait du dessin animé de Disney. J'avais Christophe Lambert qui me brûlait la bouche. Je le vois bien chanter là, avec ses longs cheveux, tu sais, en mode ouais. C'est exactement ça. Ouais, donc tu marques le point. Même pas démaquillé de. Tu marques le point. Eh Merci. bien, allons-y. Moi, je vais essayer petit écran. Damien. Attends, pardon. Ah bah vas-y, si tu préfères Talmo, ça va être plus facile. Petit écran, c'est quelle couleur? Alors ça, parce que je lis très mal. Alors c'est toujours devant la carte, regarde. Couleur jaune. Voilà. Alors là, c'est niveau intermédiaire aussi. Qui a une aventure avec le jardinier dans Desperate Housewives? Ah putain, alors je connais son nom dans la vie. J'accepterai ça. Eva Longoria. Ouais. Mais je ne sais plus son nom dans la série. Ça commence par Ga. Gabriel. Gabriel So. Voilà, je ne sais Lys. Bravo, je te l'accorde, moi. Ah, c'est gentil. Damien, tu te souviens? Ouais. Machine de hit, fourre-tout, cours de récré, sport, grand écran, petit écran.
Le duel viendra les plus tard. grands écrans aussi, voilà. Ah là pour là. commencer. Ah, les mecs qui font moi j'aime que le cinéma. Ouais, je vois bien, tu je vas vois. masquer la film plume. d'arrêt, c'est. Je vais prendre une dure exprès pour Damien. J'espère qu'il y a des questions sur. Une dure. Allez, Valeur vas-y. 3. Alors en fait, je dis valeur 3 parce que effectivement ils disent que les points normalement c'est des points. Si tu gagnes une carte à 3 points, t'as 3 points par rapport à quelqu'un qui gagne Mais une il carte va à pas- 1 point. il va Sinon pas c'est gagner. trop facile. Je veux pas gagner. En quoi rêve de se transformer Heimlich dans Mille et une pattes? Heimlich Wow. dans Mille et une pattes. Ah monsieur. Et Mille et une pattes, alors Ouais. c'est le mauvais Fourmise. Hein, c'est que la même année était sorti Fourmise. Bah qui oui, avait qui un était casting voilà. qui déchirait et Qui Mille et une déchi- pattes a Mi- réussi à faire encore mieux. Et Mille et une pattes était pourri à côté de Ah ça. non, ils se sont, pas du tout. Ils se sont écrasés comme des. En tout cas, tu merdes. t'éloignes de la C'est la réponse. première fois, c'est une des rares fois où Au bout DreamWorks. de 15 secondes, tu peux dire j'ai la darde le ref fion et lui voler son pion. Hein. Bah, je sais pas, alors. Ouais, à Disney, Je ouais, suis sûr bah, que vous l'avez. en, Dans Mille et une pattes, en- Heimlich, en quoi est-ce qu'il voudrait se en transformer? papillon. Mais oui, Heimlich, c'est l'espèce de grosse chenille Mais qui oui, je parle un peu savais. allemand et qui fait ah, je voudrais devenir un papillon. Être léché Mais et oui, voler. on a un magnifique papillon, il marque. Bon, bah, tout ça pour dire Effectivement, tu que as tes finalement, points. j'ai gagné, j'ai mes points. Bravo. Ouais, ouais, mais bravo, il a Damien. quand même mis 1 minute et demie de blabla. hein. Vous aviez pas la ref, hein, vous êtes pas intervenu. Si, mais moi j'avais vu la réponse qui avait confirmé ce que je savais, donc j'allais pas gagner tes points. C'est à qui le tour? C'est à moi. À toi. Alors moi, je veux bien cours de récré parce que je sais pas du tout ce que ça peut être en fait. Cours de récré. Ouais. Eh bien, cours de récré. Lorsqu'ils ne sont pas en tenue de prisonniers, quelle est la couleur de la chemise des Dalton dans Lucky Luke? J'hésite entre vert et noir Ah, moi j'avais du vert kaki, du vert foncé. C'est pas à toi de répondre? avec Oui, un pardon. gilet noir, donc vert. Et est-ce que c'est pas violet? Non. Tu sais Non, qu'il c'est n'y a pas pas violet. une autre couche de Vert. vêtements? Ah ouais, ou Vert. du rouge. Vert. Avec du bleu. Non, non, En forme d'étoile. Non, non, Vert avec un gilet noir. Eh bien, c'est bleu ou vert, selon l'appréciation, effectivement. Parce que ça doit être un vert tirant sur le bleu, tu sais. Ouais, Ou un bleu tirant sur le vert. Ah, c'était C'est ça. 3. Et oui, c'était 3 points, j'ai fait. Allez, fais voir la exprès. boîte que je te pose une question. Qu'est-ce que tu vas choisir cette fois-ci, Eh bien, Alex? tu as qu'à prendre machine de hit, on n'a pas fait, tiens. On n'a pas fait machine de hit. Alors, la machine de hit. Dans quelle chanson Madonna a-t-elle fait appel à Timbaland et Justin Timberlake? Attends. Attends, elle n'est pas finie, Ah, j'espère. La chanson question. s'appelle 1 minute, 4 minutes ou 66 minutes? Ah, c'est la durée de ses concerts, c'est ça, hein, les deux premières. Pas du tout. Dans quelle chanson la don- Madonna a-t-elle fait appel à Timbaland et Ouais, Justin Timberlake? Est-ce que exactement. c'est 1 minute, 4 minutes Non, ou 66 C'est ça. minutes? Je pense que il y a c'est- une réponse, c'est la durée de ses concerts. Une réponse, c'est la bonne réponse. Et la dernière, c'est les gens qui attendent le Qui attendent retard le- avant le début du concert. Non, attends, tu m'embrouilles et je sais qu'il y a minute dans la réponse. Et je dirais 4 minutes. 4 minutes, c'est une bonne réponse. Alors, c'est du hasard. hein. Pour être franc, c'est vraiment du pif. Allez, ben je vais continuer pour Damien. Damien, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Machine Alors- de hit, fourre-tout, sport, cours de allez, récré? allez, machine de hit, vas-y. Machine de hit. Quel est l'instrument star de la chanson Hips dont Hips Don't Lie de Shakira? L'instrument phare. Ouais. Don't ouais, lie. ouais, Je pense que ouais, c'est Shakira ouais, elle-même, ouais, c'est son ouais. corps. Ouais. Non, non, mais non. Non, c'est C'est obligé. C'est le saxo. Pas loin, mais non, c'était trompette. une trompette. Castagnette. Ouais, voilà. Qu'est-ce que je fais de cette Eh carte bien, elle part sur le lamentablement côté, ratée elle va au dépôt, on la jette. Donc, là, on a fait 2 tours déjà. On pourrait envisager un duel. L'un de vous peut se dire, tiens, je vais le provoquer en duel. Et effectivement, si on gagne le duel, on gagne la carte. Alors en cas d'égalité, on gagne que la carte duel. Mais si on emporte le duel, on gagne la carte duel plus une carte de l'adversaire. D'accord. Il faut se mettre un soufflet et avoir un témoin. C'est et ça, tout il faut se balancer un coup de gant. Voilà. Hop, est-ce que vous êtes prêts? Sur le pré au petit matin. Ouais, c'est Damien et moi en duel alors. Ouais. Oh, c'est marrant, j'ai Et alors, tiré comment- celle-là au comment hasard on tout fait? à l'heure. C'est- J'ai la même. J'en reprends une. C'est le plus rapide à répondre. Non, ça va être. Comme c'était ton tour, tu vas répondre en premier. Ok. Ça va être une énonciation, par exemple. Ah bah, je pense que personne ne va gagner. Ouais. Sauf Yann, s'il avait été là, il aurait pu, éventuellement. Parce qu'il va falloir me citer les principaux personnages jouables dans les premiers Tekken, le jeu de Tekken.
Ah bah si, Tekken, attends, je peux en trouver. Ah, moi j'ai des quelques-uns, réponses moi. derrière, hein, donc. Ah, il faut que t'en sortes faut pas un. que je confonde J'en ai avec deux. Mortal Kombat, c'est ça. J'en ai deux, moi. Il faut juste que t'en dises un. Après, c'est à Damien d'en dire un. Ah oui. Après, c'est à toi. C'est chacun son tour. Alors attends, comment il s'appelle Alors, et là, normalement, on a une tigre, petite là, alarme comment qui il fait ting, ting. L'homme tigre qui fait de la lutte là, c'est. Ah ouais, mais il y a un nom. Parce qu'on dit pas. non, celui mais, qui a choisi l'homme tigre qui fait celui de la qui est lutte. dans la On le peluche. dit, mais. Attends. Dans la peluche de Tigrou, Euro Disney, non, c'est pas ça Je retiens jamais les La noms. mascotte de SO Autrement, il y a un samouraï aussi. Ouais. Hiromatsu. Ah non. Yoshimitsu. Yoshimitsu. C'est Bon, bah, Yoshimitsu. j'ai perdu. Point, Non, point, premier point, point. Non, il l'a dit, il a presque dit Yoshimitsu. Il a dit. Jack 5. Ouais, mais c'est lui qui a trouvé. Toi, le tu bon. dis Jack 5. Ouais, ok. Ok. T'avais Ouais, dit non. l'homme tigre qui fait J'en de ai la lutte. défoncé j'ai du oublié joueur son avec nom. Jack C'est un 5. peu comme roi en anglais. King. Ah ouais, Ah ouais. bonne réponse. Eddie. Comment tu dis Eddie, parce que quand on sait pas jouer, on prend Eddie, il fait la capoeira, il fait tout seul sur une touche. Ouais, tu t'appuies sur un bouton. Voilà, c'est ça. C'est ça, Je vais me faire- exactement. Je vais me faire humilier par Damien. Le mec qui avait des cheveux comme ça un peu à la les Guile connais dans tous. Street Guile. Fighter. Non, ça c'est Ah bah Street non, Fighter. c'est Jean- Mais il y en avait un qui Van Damme. ressemblait, qui avait son perfecto en cuir, Ouais, mais qui tapait un peu à la barbare là. Et du coup, il était pas trop barbare, pas trop Sons of Anarchy parce qu'il avait un nom. Il s'appelait Paul. Et non, du coup, ça va quand même être Damien qui va avoir gagné. Il y avait Eiichi, Jin, King, Yoshimitsu, Nina, Xiaoyu, Warang, Paul, Lao, Jack, Eddie, Ogre, Mojukin, Panda, Chang. Ah oui, etc. Panda. Eh Eh oui. oui, Panda aussi, oui. Donc voilà le principe du duel. Et donc là, tu t'es fait un petit peu Ah ouais, humilié. battre. on peut le dire. Attention, hein, moi c'était l'esbrouf, j'ai tout envoyé. Hein. Après Jack 5 C'est et que toi, et t'as la Eddie. tablette devant toi aussi. Ah ouais, mais attends. Il triche. Alors ça, c'est un Tu iPad triches. 1. Est-ce qu'on peut- Ça fait longtemps qu'il a plus Internet. Hein. Là-dessus, je peux aller sur l'ICOS. C'est toutes les recherches que je peux faire, c'est l'ICOS, pas plus. Si, Alors, Grâce à Numéricable. J'ai Caramel. J'ai Caramel. On va voir. J'ai un CD de 99 heures d'AOL. On va voir. Vous pouvez jouer chez vous si vous avez la réponse. Damien, Ouais. j'ai pris une catégorie fourre-tout pour voir. Ouais. Comment s'appelle le robot humanoïde inventé par Honda en 2000, capable de monter des escaliers ou encore de danser? Ah, c'est celui qui a un très gros, qui a comme un très gros sac à dos comme ça là, qui a Ouais. des, qui. Qui marche un peu. Je vois bien sa dégaine là, qui a le dos un petit peu voûté. On dirait il a toute la batterie, enfin toute la machine était dans son dos, donc il est. C'est ça, une énorme batterie pour tenir C'est 3 ça, minutes et 30. il avait des pieds tout plats Et il s'appelait et je ne sais plus comment il s'appelait. T'as une idée, toi? Aucune. Non? Alors je pense que c'est une forme d'hommage. Al. Ah, il s'appelait Al quelque chose. Goldorak. Ah non, pas Al. Ah. Non. Asimo. Ah, oui. Asimo. Tout à fait. Un hommage aux animaux parce que Voilà, voilà, ils ont changé une lettre ouais, pour les ça. plus C'est ça. fidèles amis de l'homme, voilà. C'est ça. Une question Allez. sport et je pense qu'on aura fait le tour Ouais, vas-y. d'à peu près toutes les Ah catégories. oui, donc tu as décidé de nous humilier sur la fin, quoi. C'est ça. Question sport. on va voir. Alors, puis comme c'est moi qui les pose, moi j'ai la réponse, alors je peux faire stylo, je le savais. Quelle équipe a créé la surprise en remportant la médaille d'or olympique en basket masculin en 2004? En 2004. Donc en 2004, la on Grèce est gagne l'euro. mais au c'est JO de pas ça. Bourg-en-Bresse. La Lituanie. Non. Non, le Canada. L'Argentine. Ah oui. L'Argentine. Je dis comme lui. Eh ben, c'est une bonne réponse. Vous avez bon tous les deux. Et pour vous départager, quelle athlète française détient le record d'Europe du 100 mètres depuis 1998? Marie-Jo Pérec. On a senti que ça venait du cœur et que c'était la réponse, mais c'est pas elle. C'est pas elle. hein. C'est la Et seule non. qu'on connaît. C'est Christine Aron. Ah ouais, Christine Aron. Aron, connais Aron, Ah oui. ouais, bien sûr. Aron. Elles avaient gagné, elles étaient 4 à avoir gagné un relais 4 x 100 4 mètres. x 100 mètres. Nice Barber au aussi. ouais. Et la quatrième, je sais plus. Non, Je non. dis des noms comme ça, mais c'est parce que j'ai. Au hasard. J'ai comment il s'appelle Patrick Chen d'un côté et Gérard Rolls dans l'oreille qui me souffle des noms comme ça. Donc voilà, et encore une fois, on retrouve machine de hit, fourre-tout, du sport, cours de récré, grand écran, petit écran, des duels. On va retrouver comment s'appelle le gardien de Mulan, je suis sûr que vous l'avez. Comment s'appellent les trois frères dans le film du même nom. Donc voilà, plein de références. C'est vraiment un jeu de soirée, un jeu d'ambiance, un jeu à faire forcément, pas forcément en famille pour une fois, Ouais. parce que j'y jouerai pas avec mes enfants, parce qu'ils vont me regarder d'un air de dire mais t'es complètement Ouais. teubé, comment tu veux que je sache tout ça? Mais par contre, avec des potes de la même génération, ça passe très très bien, ça permet effectivement de se remémorer pas mal de souvenirs en disant ah oui ce film, ah oui tu l'avais vu, et puis voilà on se lance sur une discussion. T'as la ref année 90, année 2000.
Moi, j'en avais certaines, je les avais pas toutes, vous non plus. Par contre, celui qui a la ref de toutes les musiques qui passent dans l'émission, c'est Damien. Et ça tombe bien parce que c'est l'heure de la première pause musicale de l'émission. Oui, et tu vois, tu m'as dit, c'est quoi le jeu antenne? Je t'ai posé la question et il m'a dit, ce soir, c'est à la ref. Moi, je dis quoi? Saute à la ref, le mec qui fait le personnage de Loulou? J'ai rien compris. Alors du coup, j'ai mis Loulou, les gens qui doutent, mais visiblement, ça sera peut-être pas la chanson qu'on écoute ce soir. Oh, vous allez rire, je sais pas du tout où est passé mon cache-écran. Tiens, il est là. Salut. Waouh, c'était pas le bon en plus. Oh, bah alors, je recommence. Voilà. Pour une question de droit d'auteur et d'algorithme un peu borné parfois, les pauses musicales que vous entendrez dans 15 jours à la radio ne peuvent pas être diffusées sur la vidéo. À la place, on vous laisse avec cette petite musique d'ambiance et on vous retrouve très très vite. Toute l'équipe de Deludes et des Plumes vous retrouve dans moins de 3 minutes pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Un projet ludique à présenter, professionnel ou associatif? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume, jeuplume, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/dldp56. Des Ludes et des Plumes, chaque 2e et 4e lundi du mois, 20h-22h sur Plume FM dans le Morbihan, le vendredi suivant dès 14h. Vous êtes en train de suivre l'enregistrement en direct de la prochaine émission de Des Ludes et des Plumes. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale, dans moins de 2 minutes. Des Ludes et des Plumes, chaque mercredi sur FM 43 en Haute-Loire, chaque vendredi soir sur BLP Radio dans l'Essonne, le dimanche après-midi sur RIG à Bordeaux et le dimanche soir sur Évasion à Brest. Vous organisez un festival, une après-midi jeu? L'équipe de Des Ludes et des Plumes propose aussi toute une gamme de prestations ludiques, des animations, des jeux, des escape games. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume, jeuplume, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/dldp56. Toute l'équipe de Des Ludes et des Plumes vous retrouve dans moins d'1 minute pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Des Ludes et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, c'est plus de 10 ans de présence à l'antenne de Plume FM pour parler avec nos invités en studio et au téléphone de l'actualité ludique locale et interplanétaire. Des Ludes et des Plumes, c'est également quand vous voulez en podcast sur radiobraise.net et les principales plateformes SoundCloud, iTunes, Google et Spotify. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale dans quelques secondes. À l'instant, c'était Loulou avec la chanson Les gens qui doutent dans Des Ludes et des Plumes. On a bien joué dans Des Ludes. Et tout de suite, c'est l'heure de passer un coup de fil. Toujours dans Des Ludes et des Plumes, effectivement, après avoir joué à Talaref, on va se tourner maintenant vers un coup de fil. On va appeler Stéphane, alors qui est pas tout près d'ici, qui n'a pas pu venir, même s'il n'est pas non plus énormément loin. Et il va nous parler d'un festival qui va avoir lieu à côté de Guingamp. Le festival Je peux pas, j'ai jeu. Salut Stéphane. Salut Alexis. Ça va Bonsoir, bien tout le monde. Oui, ça va très bien. Oui. Donc, est-ce que pour l'instant, j'ai pas fait d'erreur? On est bien sur le festival Je peux pas, j'ai jeu et on sera bien pas loin de Guingamp.
Alors c'est pile entre Guingamp et Saint-Brieuc. En fait, Ok. c'est à 20 minutes des deux. C'est à Plélo. Ouais. Et donc c'est le festival Je peux pas, j'ai jeu 3e édition qui aura lieu les 25 et 26 mars. Donc c'est très bientôt. Ouais. Voilà, c'est la première année où on va faire 2 jours. Jusqu'à présent, c'était sur une seule journée. Mais vu l'affluence, on a décidé de rajouter une journée. Pour pouvoir accueillir tout le monde. Ouais, c'est ça. Bah, là, on était sur environ 400-500 personnes Ok. de visiteurs. Même un peu plus de 500, je crois, à la dernière édition. Donc bah, là, on espère atteindre entre 800 et 1000 visiteurs. Ah, c'est pas mal. Bah ouais. C'est pas Oui, ça mal. attire pas mal de monde. C'est un projet qui est porté par une association ou par une collectivité? Ben, en fait c'est l'amicale laïque qui porte un peu le projet à travers la section jeux qui s'appelle Jeux des boîtes, qui est en fait un groupe de joueurs. On a environ une quarantaine on se retrouve tous les mardis soirs pour faire des jeux de société dans la salle de Plélo. Et voilà, il y a quelques années a émergé l'idée de ce festival ouvert à tous, quoi. Ouais. Donc dans le festival, on essaye de faire plaisir à tout le monde. Donc il y a plein de tables en fait avec des jeux sur table qui nous permettent d'expliquer les jeux aux gens qui viennent découvrir. D'accord, en mode un peu ludothèque. Ouais, il y a une banque de jeux où les gens peuvent se servir. Ouais. Voilà, il y a des jeux pour les tout petits, des 2-3 ans. Il y a aussi une soirée expert le samedi soir. On ferme un peu les portes, on réserve vraiment pour les gens qui veulent s'installer pour 2-3 heures autour d'une table, faire des jeux un peu plus complexes. Ouais. On a aussi une murder party qui sera animée par Jean Ludic. Il y aura un escape game qui a été fait maison, qui est d'une excellente qualité. Donc je recommande à tous ceux qui aiment ça de s'inscrire au plus vite. Les places sont réservées. C'est les membres de l'association qui ont Ouais, créé... c'est 2 personnes de l'asso qui se sont bien motivées parce que franchement, moi j'ai fait une partie test et j'étais assez bluffé par la qualité des décors, des énigmes. Non, c'est vraiment très chouette. Donc on a hâte de montrer tout ça. C'est sur une thématique viking. Alors cette année, c'est ça. La thématique c'était les Vikings, donc l'escape game est sur cette thématique-là. Ouais, c'est cool. Et effectivement, tu l'as dit, il vaut mieux réserver les créneaux si on est intéressé, parce qu'on sait qu'à chaque fois sur ce genre de festival, en fait, les créneaux d'escape partent très très vite. Et là, j'ai vu que en passant par le site Hello Asso, en fait, on pouvait gérer un petit peu les réservations. Voilà. Donc pour la murder et l'escape game, il faut réserver. Est-ce que les animations, l'entrée, ce type de choses, est-ce que c'est payant pour les familles? Non, c'est totalement gratuit. Alors on met quand même une boîte pour ceux qui veulent participer un peu, mais c'est un prix libre, quoi. D'accord. Si les gens veulent aider un peu le groupe à se développer, ils peuvent participer, mais sinon c'est entièrement gratuit. Voilà. Bah après c'est le bar et restauration à l'intérieur qui sont payants évidemment. Mais ça reste optionnel et puis voilà. Non, je crois que ouais, vas-y. alors si je crois que par contre l'escape game est payant, je crois. Et la murder, je ne sais plus. En tout cas, tout est sur le site au moment des réservations, c'est expliqué. Donc Ok. à vérifier. Ouais. Et tu disais oui que sur place, on pouvait trouver de la restauration. Ça c'est important de le préciser parce que des fois on vient en famille en fait et puis on a envie de passer, la journée et effectivement se dire qu'on peut se restaurer sur place, c'est important. C'est ça. Et les enfants, il y a un espace enfant aussi, donc puis il y a plein de jeux, il y a des jeux en bois, il y a des choses qui sont plus accessibles aussi des fois pour les familles. Oui, on me fait savoir par le réseau que la murder et l'escape c'est 10 € par personne. Ok. Voilà. et que l'entrée du festival lui est bien en prix libre.
Oui, bah oui. Mais c'est pas choquant parce que c'est vrai que de plus en plus, dans toutes les manifestations, on sait qu'il y a un vrai travail derrière. Un escape, il y a de l'écriture, il y a du temps, il y a beaucoup de choses passées. Quand on vient, la construction aussi. la construction, et on vient aussi. C'est une manière de soutenir et les gens qui l'ont fait et les gens qui l'accueillent en fait. Donc c'est pas du tout choquant de se dire que l'escape ou même la murder est payant. On a dit justement que c'était à Plélo, que c'était voilà, c'est à la salle des fêtes de Plélo. Voilà, j'allais demander c'est où à Plélo, la salle des fêtes. Ouais, donc c'est dans le centre. Plélo, c'est pas très grand, donc c'est très facile à trouver. Et puis il y aura évidemment des pancartes partout. Ça sera bien fléché. Voilà. il y a un parking du coup à proximité, salle des fêtes. Il y a un parking juste à côté qui est très grand. Ouais. Non, il y a aucun souci. Alors il y aura aussi des tournois. Ouais. Avec des lots à gagner. Il y aura une tombola. Ok. Et il y aura une initiation au jeu de rôle aussi pour les enfants. C'était ma prochaine question justement. Est-ce que vous faites que jeux de société ou est-ce qu'on va avoir du jeu de rôle? Est-ce que ça sera que pour les enfants en initiation ou est-ce qu'il y a des sessions? Tu parlais de ceux qui se retrouvent un peu le soir et qui peuvent rester un peu le plus soir, longtemps. effectivement, s'il y a des rôlistes qui veulent s'installer, ils sont les bienvenus. On avait une asso là avec qui on était en contact. Je sais pas où ça en est. C'est pas moi qui ai suivi ça. En tout cas, le soir, il n'y a pas de souci. En fait, l'idée c'était justement que ce soit pas le brouhaha, que ce soit un peu plus posé. Ouais. Que ce soit dans une salle qui est un peu plus isolée, on va dire, et il y a moyen de s'installer et de se concentrer un peu ou faire de la narration justement où ça demande un petit peu de qualité d'écoute. Ouais, c'est un peu l'idée du samedi soir. En fait. Bah oui, non, bien sûr. Ouais. Parce que le samedi soir, vous faites en mode. Est-ce que vous faites en mode nocturne ou est-ce qu'il y a quand même des horaires limites? Ah non, c'est nocturne. Après, bon, on verra. Oui, c'est en général, on se donne une limite de 4-5 heures du matin, mais on sait pas. En fait, ça dépend vraiment des groupes. Il n'y a pas vraiment de. C'est déjà bien, 4-5 heures, c'est déjà énorme. Ouais, mais en fait, on sait que des fois, on a fait des soirées en gîte, par exemple, des fois avec le club ou même dans d'autres clubs. Et c'est vrai que des fois, il y a des gens qui aiment bien rester tard jouer, donc il faut qu'ils aient l'opportunité de le faire s'ils le souhaitent. Et en parlant des horaires, justement, ouverture des portes à quelle heure? Et on va dire si les gens qui veulent. J'ai une colle. Alors, c'est pas ma secrétaire qui m'écoute là en ce moment. Je rigole, c'est pas du tout ma secrétaire, mais comme elle est tout le temps en train de me rectifier sur les horaires et les dates, je l'appelle comme ça. Mais elle va me rappeler ça, je pense. Mais non, je sais plus les horaires. Je crois que ça démarre à 10h le dimanche, 14h le samedi. Ok, 14h, ça commence en début d'après-midi le samedi et 10h le dimanche, c'est bien ça. Et l'horaire du soir avant de passer à la nocturne, en fait, le moment où il y a encore bien du monde? Alors ça doit être sur le programme que je vais vous sortir tout de suite. Aux alentours de 19h, 20h généralement. C'est 20h je crois. Ah bah 20h, oui, elle me confirme, 20h c'est ça. 20h. Donc 14h, 20h le samedi, vous pouvez venir jouer en famille avec vos enfants, avec tout ça. Après, vous pouvez rester jouer en famille, mais ça sera des jeux un petit peu plus, on va dire, un peu plus experts, ou qui nécessiteront peut-être un peu moins d'enthousiasme, un peu moins de... Oui, c'est ça, un peu moins de bruit. Ouais, c'est ça, un peu moins de bruit. Un peu plus de concentration. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, parce que c'est toujours l'occasion de faire découvrir des jeux qu'on n'a pas à la maison. Comme on a dit qu'il y avait le principe de ludothèque d'emprunt, en fait, on peut avoir accès à beaucoup de jeux, donc c'est l'occasion de les découvrir, de les faire découvrir à ses enfants. L'initiation jeu de rôle, c'est pareil, hein, moi je ne peux que saluer cette initiative. Tu as parlé des tournois, tu as parlé des tombolas et tout ça. Est-ce que sur ce genre de festival, en fait, comme vous en êtes à la 3e édition et que pour l'instant vous êtes encore assez petit, est-ce que vous restez à l'échelle associative avec juste les jeux de l'asso et de la ludothèque, ou est-ce que vous avez quand même quelques éditeurs ou quelques tables on a pas mal d'éditeurs qui nous envoient des sorties. Ouais. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des tournois où c'est des sorties, non, peut-être pas sur les tournois. En tout cas, il y a quand même des éditeurs qui nous envoient les jeux. Il y a BlackRock qui est partenaire. Il y a aussi des gens qui viennent présenter des prototypes. Ok.
Donc, nous, on retrouve un petit peu tout ce qu'on peut retrouver sur un grand salon de jeux, en fait, même si on est petit encore. Il y a Lucky Duck aussi qui est partenaire. Ok. Donc voilà, ils nous envoient pas mal de jeux qu'ils voudraient qu'on présente. Donc nous, on a à peu près une quarantaine de bénévoles, je crois, par jour, sur 2 jours, pardon. Donc l'idée, c'est qu'on soit vraiment formés pour expliquer tous les jeux et que les gens soient jamais en panne d'explication. D'accord, ça normalement, comme tu disais que vous faisiez des soirées jeux régulièrement, 1 par semaine, effectivement, j'imagine que dès qu'on commence à recevoir les nouveautés, les cartons des éditeurs, on se priorise un petit peu sur ces jeux-là. Voilà, on fait des révisions les dernières semaines avant le festival sur tous les jeux qui sont exposés. Ouais. Et est-ce que, alors comme vous êtes joueur justement à la base, que c'était une envie de joueur et que vous faisiez des soirées jeux, est-ce que vous arrivez quand même, alors je dirais à sécher comme quand on séchait les cours, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des jeux que vous connaissiez déjà et du coup c'est plus facile, comme ça vous dites celui-là, je gagne déjà le temps d'apprentissage? Bah non, c'est pas tellement comme ça que ça s'organise. Non. On fait plutôt vraiment en fonction on essaie de trouver des jeux qui se prêtent bien au tout public et à des explications qui sont pas trop laborieuses non plus, des fois. En tout cas sur les jeux qu'on choisit nous. Après sur les jeux qu'on nous envoie, bah on fait avec ce qu'ils nous envoient. Bah oui, bien sûr. C'est vrai que des fois on reçoit des jeux où les règles sont assez longues, donc on va composer avec. Mais là effectivement les jeux qui sont exposés sur table, c'est quasiment que des jeux qu'on a reçus des éditeurs. Donc bah c'est pour ça qu'on les révise bien les mardis soirs. C'est pour être sûr de pouvoir les expliquer rapidement, efficacement. Bah oui. Voilà. Mais les années précédentes, ça s'est très bien passé en fait. On est quand même pas mal de bénévoles, donc on arrive quand même à être. Tout le monde sort son épingle du jeu. Tout le monde réussit quand même à trouver le jeu qui l'intéresse, même si des fois on n'est pas tous sur le même. Il y a toujours celui à qui il va plaire. Et puis il faut penser aussi que même si c'est un peu moins courant, mais les règles sont dans les jeux et il y a certaines personnes à qui ça ne fait pas peur de prendre une boîte et de lire les règles. Ça arrivait plusieurs fois effectivement que les gens soient très autonomes sur les tables. Donc c'est agréable de voir que c'est aussi des gens qui ont un peu l'expérience du jeu, qui viennent au festival et qui apprécient d'être quand même en collectivité, qu'on va dire, dans ce qui pourrait très bien jouer chez eux finalement. Ouais, c'est ça, mais ça reste des joueurs, pas que des néophytes. Puis qui aiment bien ces moments de convivialité, d'échange aussi, donc c'est chouette. Alors moi j'ai une petite question, peut-être que la question va tomber à l'eau ou peut-être que j'ai bien fait mes devoirs. Est-ce que quand on s'occupe d'une compagnie théâtrale pluridisciplinaire, est-ce que ça apporte une pierre supplémentaire dans l'animation d'un festival? Est-ce que c'est un plus pour toi ou est-ce que c'est totalement un homonyme mais normalement tu es la même personne? Non, oui. Alors, je savais pas que tu étais au courant de j'ai vu un des spectacles de la compagnie. J'ai eu la chance de voir Passage et cet été, et donc voilà, juste pour raconter. Donc quand j'ai vu passer ton nom dans les interviews, je voulais le raccrocher au festival pour voir si c'était bien ça, et en fin de compte le premier résultat qui est sorti c'est le nom de la compagnie, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui aide d'un coup, qui met plus à l'aise? Oui, mais ça aide. C'est un peu pour ça aussi qu'on confie les interviews radio, je pense. C'est que je suis plus à l'aise peut-être que certains à prendre la parole. Et ça peut aider aussi pendant le festival aussi. C'est vrai que souvent au micro, c'est moi qui prends le micro pour parler. Et puis là, ça va peut-être aider aussi pour la Murder Party, parce que donc Jean Ludic, c'est une nouvelle structure en fait qui vient de se créer. C'est un ami à moi qui fait des murders depuis longtemps, mais qui s'est professionnalisé cette année et qui a donc créé cette société, on va dire, Jean Ludic, et qui propose la Murder Party. Et du coup, il a demandé aux gens de l'association ceux qui souhaitaient participer à la Murder Party. Donc pour le teaser d'annonce, par exemple, je suis allé filmer avec lui un petit teaser. Donc c'est vrai que tout ce savoir-faire, on va dire, un peu théâtral ou de comédien, ça peut servir dans ces situations-là.
Donc là, on est vraiment dans tous les sens du terme de jouer. C'est à la fois jouer sur scène et jouer aux jeux de société. Oui, c'est ça. On mélange tout, quoi. C'est total. Ouais. C'est le jeu sous toutes ses formes, le jeu, le jeu pluridisciplinaire. Bah oui, alors après moi, tu vois, on parlait de jeu de rôle. Le jeu de rôle, ça peut se rapprocher aussi un peu de ça, du jeu de comédien. Il y a pas mal de rôlistes qui aiment bien interpréter leur personnage un petit peu, ou même carrément aller dans le grandeur nature. Moi, dans ma jeunesse, j'ai fait plusieurs jeux de rôle grandeur nature, donc je sais que j'aime bien aussi cette transition entre le jeu et le jeu d'acteur et le jeu de rôle, quoi, de société. Ouais, c'est la passerelle est toute trouvée en fait. C'est vraiment une passerelle. Ouais, c'est ça. Une passerelle vraiment, vraiment facile. Donc on l'a dit, hein, le festival Je peux pas, j'ai jeu, la 3e édition. Je te laisse nous rappeler les dates parce que c'est très très proche. C'est courant mars. C'est ça, le 25 et le 26, le week-end du 25-26. Donc le 25 à partir de 14h, avec soirée expert à partir de 20h. Ouais. Et le dimanche, c'est dès 10h du matin. Ouais. Et donc voilà, n'hésitez pas, c'est ouvert, donc on l'a dit, pour tout le monde, que vous soyez en famille, que vous soyez en couple, que vous soyez tout seul, vous allez forcément trouver des gens avec qui jouer, vous allez forcément trouver des jeux auxquels vous allez pouvoir jouer. Jeux de rôle, jeux de société, vous pouvez vous restaurer sur place, il y a beaucoup d'animations, une murder, une escape, et les jeux, de quoi passer une journée en fait, sans faire 2 fois la même chose, on verra pas le temps passer, on le rappelle, c'est à Plélo, donc entre Saint-Brieuc et Guingamp, dans les Côtes d'Armor. C'est bien ça? Ouais, parfait. Tout parfait. Eh ben, merci beaucoup d'avoir bien voulu merci pour répondre. L'accueil et puis pour l'écoute. Eh ben non, c'est vraiment un réel plaisir. Voir, sur place. Hein, eh ben, on espère aussi. C'est vrai que malheureusement, on a beaucoup sollicité nous sur beaucoup de festoches dans le coin, mais généralement, quand il y en a un qu'on connaît pas et qui est pas très loin et qu'on est disponible, on n'hésite pas à y faire un saut. Donc, je ne dis pas qu'on ne se verra pas, mais on viendra, on fera un petit coucou. Très bien. Merci beaucoup Stéphane, très bonne soirée à toi et puis je te donne rendez-vous autour d'une table de jeu. Ouais, à très bientôt. À très bientôt. Donc 25 et 26 mars à Plélo, je note ça dans mon agenda, on ne sait jamais. Mais exactement en fait. C'est vrai que c'est un festival qui en est à sa 3e édition, qui est pas très très loin. Alors comme on l'a dit, malheureusement on peut pas faire tous les festivals, on peut pas se déplacer partout, parce qu'il y en a de plus en plus. On a la chance ici en Bretagne d'avoir un gros vivier associatif en tout genre. Et principalement un vivier quand même d'associations ludiques. Enfin, du moins c'est ceux qui moi m'intéressent, donc c'est ceux que je remarque. Et c'est vrai que des soirées, des fêtes du jeu, des festivals, des choses comme ça, des week-ends, il y en a énormément. Il y en a tout le temps. Et là, ils ont la bonne idée quand même d'ouvrir leurs portes en soirée pour les joueurs experts, les tables de jeux de rôle, enfin les gens qui s'assoient pour 3 heures minimum de jeu, quoi. Et ça, je trouve que c'est une rudement bonne idée. Hein. On l'a pratiqué aux 24 heures du jeu, Ludwest aujourd'hui, et ça donne pleinement satisfaction. Oui, parce que tu es moins dedans forcément quand il y a des gens qui courent dans tous les sens, parce qu'il y a du party game autour, parce que les enfants sont pas couchés, mais c'est normal aussi, hein, faut tout pour un public. Mais voilà quoi, j'admire les gens qui jouent en journée à ce genre de jeu, en faisant abstraction, et je les respecte en soirée parce que c'est classe quoi. C'est 2-3 secondes le temps de faire. Je crois qu'Alexis est en pleine préparation. Alexis, aurais-tu quelque chose à nous annoncer ? Oui, tout à fait, en pleine préparation en fait. On l'a dit, ce soir, on n'a pas d'invités dans les studios, mais on a beaucoup d'invités parce que c'est un moment, une soirée, on va dire, coup de fil. On a beaucoup de gens à contacter. Alors, je regarde ce que je parle en même temps que je fais des bêtises, là, le temps de lancer le son. Et après avoir eu Stéphane en ligne pour nous parler du festival de jeux Je peux pas, j'ai jeu à Plélo, on va cette fois-ci faire une grande traversée, puisque on va aller jusqu'au Canada parler avec Maxime Gauthier, pour parler d'un jeu qui va arriver, qui est déjà même actuellement en participatif, en Kickstarter. C'est un jeu qui s'appelle Hellbringer, édité par les éditions Smash, on l'a dit, au Canada, pour 1 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, pour des parties qui vont varier entre 45 minutes et 180 minutes,
Alors, j'ai repris là ce qu'on avait trouvé sur internet, les éditions Smash. C'est pas un nom inconnu dans l'industrie des jeux de société, ils sont connus pour leur jeu T'as le choix entre, qui est disponible dans une version plus de 18 ou à partir de 13 ans. Vous trompez pas, vous auriez des surprises. Et le nom de Maxime Gauthier, lui, est peut-être plus familier parce qu'il a aussi produit le jeu Chronologique avec Gladius. Alors cette fois-ci, il vient nous parler d'un gros jeu qui va nous transporter dans un univers complètement différent. Un peu, on est proche vraiment là d'un jeu plus mature à la Diablo. On va aller combattre des démons dans Hellbringer. Hellbringer, c'est un jeu de cartes roguelike de dark fantasy solo coop dans lequel vous incarnez un héros qui va s'aventurer dans les ténèbres d'un donjon pour tuer le démon. En vous aventurant de plus en plus profondément dans le donjon, vous équiperez des objets, vous allez apprendre des compétences et gagnerez des points d'attribut en éliminant des monstres, ce qui vous rendra encore plus puissant. La mécanique de base du jeu est la vue. On va classer les ennemis sur le tableau des ennemis en fonction de notre perception, en fait, de si on arrive à les distinguer ou non. Forcément, un ennemi qu'on ne voit pas, on ne peut pas taper dessus. Le jeu est rapide, on l'a dit, 45 minutes pour les parties plus rapides, et la mise en place est ultra simple. Bonsoir Maxime, ça va bien, tu es avec nous. Alors nous on dit bonsoir, mais chez toi ça doit être bonjour. Bonjour, bonsoir. les deux passent, en plus il y a des rediffusions, nous on est remis un peu partout, donc peu importe l'horaire, on peut dire bonsoir ou bonjour comme l'on veut. Est-ce que tu as entendu le petit résumé que j'ai fait? Est-ce que ça correspond un peu à l'esprit du jeu? C'était exactement ça, bravo. Merci. Donc le jeu, c'est un jeu, on va dire c'est un jeu de pioche, c'est surtout un jeu de gestion de main qu'on va faire, puisqu'on va piocher des cartes communes qui vont agrémenter notre main, et c'est ces cartes qui vont pouvoir venir compléter, on va dire, notre héros et le rendre, le staffer un petit peu, le rendre un petit peu plus puissant. Exactement. Donc, vraiment, le principe de Diablo, là, qui a été ma grande référence, justement. Ouais. Tu dois être joueur de jeux de rôle aussi, ou aimer ça, parce que il n'y a pas que dans Diablo qu'on retrouve ça, mais je sais que dans ton jeu, notamment, on a le choix entre plusieurs personnages, plusieurs classes de personnages, avec chacune leurs propres caractéristiques. Oui, exact. J'ai été un grand joueur de Donjons et Dragons anciennement. Ça a été un peu plus tranquille ces dernières années avec la pandémie. Ouais. Mais oui, j'ai déjà joué beaucoup à d'autres jeux, oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies dans les jeux, le fait le côté asymétrique en fait des différents personnages, parce que suivant qu'on va jouer un barbare, un druide ou un magicien, forcément on n'aura pas les mêmes équipements de départ, on n'aura pas les mêmes compétences. Est-ce que ça c'est quelque chose qui déjà toi te plaît dans un jeu? Oui et non. J'apprécie le fait que la classe puisse faire normalement ce qu'elle ferait. Là. Donc, par exemple, disons, un sorcier va faire des sorts. Mais j'apprécie le fait de pouvoir avoir une certaine versatilité pour pouvoir utiliser d'autres éléments, comme par exemple du barbare. Donc, pouvoir, par exemple, équiper une hache ou quoi que ce soit et tenter de faire quelque chose qui sort hors des normes. D'accord, ce qu'on peut retrouver effectivement, alors j'allais dire dans la vraie vie, bien sûr on se doute qu'on n'est pas un magicien dans un donjon, mais un magicien en plus de ses boules de feu, si effectivement est pris dans une baston, s'il trouve une hache, il va vouloir la prendre, il peut essayer de la lancer. Potentiellement peut-être qu'il va rater, mais il suffit d'un coup de chance pour qu'il y arrive. Et c'est ce que tu as voulu remettre un petit peu dans ton jeu, puisque effectivement les personnages ont leurs compétences qui leur sont propres. Un barbare va avoir des compétences de barbare, mais il va pouvoir utiliser toutes les autres compétences. La différence étant que quand on a une compétence de sa classe, on va dire qu'on va l'étudier, on va pouvoir l'acquérir et s'en servir jusqu'à la fin du jeu, alors qu'une compétence qui n'est pas de sa classe, on l'utilise, c'est du one shot, et puis après on la met de côté, on la défausse. C'est exact, oui. Donc, c'est vraiment l'idée d'éviter d'avoir aussi un deck uniquement pour la classe, ce que la plupart des jeux font. Et ça simplifie aussi énormément le jeu là, dans la plupart des aspects. Là. Non, mais c'est vrai, oui. Et d'avoir voulu faire un jeu sur le thème on va dire d'un dungeon crawler un peu, puisqu'on va parcourir le donjon et aller et rencontrer des monstres, faire des rencontres et essayer d'aller de plus en plus profondément. Comment t'es venue cette idée, en fait, cette envie? J'ai toujours été, encore une fois, un grand fan de Diablo, donc ça revient un peu sur la table. Moi, mon préféré était l'original, donc celui de 1996.
Et c'est sur cette base-là, dans le fond, que je me suis penché un peu plus pour essayer de recréer Hellbringer. Avec le temps, évidemment, il y a eu des petites modifications, d'autres qui ont fait que, par exemple, les classes... j'ai joué beaucoup à Diablo 2, donc veux pas, le druide a été quelque chose qui est arrivé. Ouais. J'avais même au début placé le nécromancien, mais finalement ça fonctionnait pas. C'était bizarre de tuer des monstres avec des monstres, donc ça a été retiré. Donc je voulais éviter dans le fond l'espèce de confusion que ça apportait. Mais c'est ça, donc ça vient principalement de là, mon intérêt pour créer le jeu. Et donc tu disais que tu étais fan de Diablo, alors premier du nom et des autres ensuite. Est-ce que justement quand on est fan d'un jeu vidéo, on se dit pas que le retranscrire l'esprit sur un jeu de plateau, ça risque d'être trop difficile? Non. Très bonne réponse. Non, honnêtement, moi, ce que j'ai préféré n'est pas ce que la plupart des gens penseraient, qui est en fait le looting et essayer d'améliorer son personnage. Moi, ça a toujours été plutôt l'aspect de l'atmosphère, l'ambiance, dans le fond, dans lequel on évoluait dans le jeu. C'est vraiment ce que j'ai préféré. La musique, par exemple, de Matthew Heim, qui a fait le thème mythique, là, si on peut dire, de Tristram. Donc, ça a surtout été ça, à la base, qui m'a poussé à créer le jeu. Puis on dirait que à force de créer le jeu, j'écoutais en fait que la musique, puis ça m'a poussé justement à emmener des mécaniques que j'aurais peut-être pas pensé, qui est comme par exemple la perception. Là. Tu penses que c'est à force de faire qu'il y avait comme une espèce de... Alors de transe, c'est des grands mots que je mets entre guillemets, mais tu étais pris dans une euphorie et que ça t'a entraîné en fait à aller machinalement à trouver des solutions et des mécaniques. Oui, exact. Bizarrement, je suis pas un excellent grand joueur de jeux de société, mais moi j'ai beaucoup joué plutôt à des jeux vidéo. Puis je suis tombé là environ 8 ans dans les jeux de société. Donc même si j'ai pas de grandes connaissances de toutes les mécaniques, je sais pas, on dirait qu'à force d'essais-erreurs, je suis tombé sur justement la mécanique de la perception là, pour essayer de retranscrire un peu l'espèce de claustrophobie qu'on retrouve là, quand on joue à Diablo, puis la noirceur là, qui nous entoure. Ouais, ça fait un peu brouillard de guerre. Ouais, exact. Ouais. Comme dans les Baldur's Gate et compagnie, les premiers jeux où on avance, mais on ne sait pas ce qu'on va rencontrer en fait. Oui. Alors là, on a un jeu en fait on l'a dit, de gestion de main, puisque on va piocher, on va défausser des cartes et les poser, les utiliser et refaire sa main. Du coup, on va repiocher. Et plus on va piocher, plus le tas va baisser, plus le tas est bas, plus c'est dur parce que plus on est bas dans le donjon. Et du coup, on peut accélérer un petit peu la descente, la difficulté en piochant davantage. On va jouer notre tour. Après, ça va être le tour des monstres. Et là, il y a un autre principe que j'ai trouvé intéressant. C'est que sur les cartes des personnages, que ce soit les héros ou les monstres, il y a des valeurs. Et si la valeur d'attaque est un 3, ça ne veut pas dire que tu vas avoir une force d'attaque de 3, mais ça veut dire que tu vas lancer 3 dés. Et du coup, c'était un petit peu surprenant, un petit peu déroutant au début, mais finalement, c'est vachement bien parce que tu fais vite le référencement sur ton bonhomme de tout ce que tu peux utiliser, du nombre de dés que tu vas jeter. Et j'ai été surpris, par contre, de la quantité de dés qu'il y avait dans la boîte. Oui, tout le monde m'a dit ça. Oui, il y a énormément de dés dans la boîte. La raison est simple, c'est que j'ai essayé d'en offrir le plus possible pour éviter, premièrement, qu'il y ait de la relance, puis qu'on essaie de se rappeler des informations. En fait, à travers tout le jeu en entier, j'ai essayé d'éviter justement l'espèce de suivi de toutes les informations là, pour, mis à part votre personnage, pour essayer de... Mais mis à part ça, comme par exemple, lorsqu'on essaie de tuer un monstre, c'est du tout ou rien, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de tracking. J'essaie de pas compter les points de vie, lui dire j'en ai enlevé 15, ouais. Il y en a 15 de moins. S'il a 35 points de vie, il faut faire 35 ou plus. Et
c'est vrai que c'est plutôt efficace, quoi. On n'a pas de calcul à faire et à retenir. Ouais, donc ça a été vraiment l'aspect vitesse que je voulais aussi retrouver, puisque en jouant justement aux jeux vidéo, c'est ce qu'on retrouve principalement. Hein. Donc, j'aimais moins l'aspect Donjons et Dragons, parce que justement, on doit calculer un D12 plus un un 16, ou etc. Donc, éventuellement, ça vient que c'est lourd, puis ça ralentit, je trouve, l'immersion du jeu. Et donc là, tu vas te retrouver avec 2 dés, des dés orange, des dés verts, qui sont en fait, qui sont simplement différents de par la couleur, oui, mais surtout de par on va dire les valeurs, les statistiques qu'ils vont pouvoir apporter au niveau des coups, c'est bien ça? Ouais, au total, il y a 3 dés. Donc, il y a le dé orange qui est en fait le dé d'attaque des ennemis pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais le dé, dans le fond, que toi tu parles, c'est le dé rouge et le dé vert. Donc, le dé rouge représente un peu plus l'aspect physique et l'autre, c'est le poison ou l'acide, si on pourrait dire. Et c'est ça. Donc, il y en a un petit peu plus faible, l'autre un peu plus puissant. Et j'ai essayé, dans le fond, de recréer de façon très basique l'aspect de poison, dans le fond, dans le jeu pour rajouter un petit peu plus de diversité que juste mettre des dégâts de poison, de dégâts physiques, pardon. Oui, d'accord. Et quand on fait le tour du jeu, alors là, dans la boîte de base, il y a déjà beaucoup de cartes. Les cartes sont magnifiquement illustrées. Qui a fait les illustrations? C'est un mélange de moi et d'autres artistes talentueux qui ont été payés pour faire les images. Oui, donc toutes les images, parce qu'elles sont vraiment magnifiques et il y en a vraiment un paquet, toutes les images ont été achetées en fait. J'avais vu une interview sur le net où tu expliquais ça, qu'effectivement il y en avait certaines sur les versions prototypes qui n'étaient pas encore finalisées ou abouties parce que tu n'avais pas encore les moyens d'acheter. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que tu veux mettre en avant, le fait de rémunérer comme il se doit un artiste qui va te faire les illustrations. Oui, en fait, ils sont déjà tous terminés à présent. Donc, c'est chose faite. Je regarde, parce qu'en plus des images, pour revenir à la mécanique de jeu, j'ai trouvé très intéressant, alors je le dis parce que pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est un principe que j'ai trouvé très malin. Sur sa feuille de personnage, en fait, notre personnage va pouvoir évoluer, comme dans un jeu de rôle ou comme dans un jeu vidéo. On va se stuffer en XP, en fait. Simplement, quand on va tuer un monstre, on va récupérer sa carte et on va pouvoir l'attribuer comme un point d'expérience à une caractéristique de notre personnage. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir un peu plus de perception, avoir un peu plus de points d'action, avoir des compétences supplémentaires qu'on va pouvoir apprendre. Et c'est vraiment malin de pouvoir choisir soi-même ou quelle catégorie on va pouvoir évoluer. Ça, c'est pareil. Comment t'es venue l'idée de ce genre d'évolution? À la base, ce qui était prévu était uniquement d'augmenter les points d'action. Et en train de faire un playtest avec un de mes frères, il m'a dit pourquoi je peux pas choisir où le placer. Et c'est venu comme ça. Donc, c'est venu pendant un playtest, tout simplement. Mais c'est bien. D'où l'intérêt de faire des playtests justement et d'avoir des retours, parce que c'est vrai que des fois, quand on est à fond dans une idée ou dans une démarche, on voit pas forcément à côté, alors que quelqu'un va pouvoir nous débloquer quelque chose. Le Hellbringer, c'est quand même un côté très, on l'a dit, un peu très adulte, très mature, très sombre. Oui. Ça, c'était voulu et on le ressent dans les scénarios. Il y a 9 scénarios disponibles dans la boîte de base. Les scénarios, c'est pareil, c'est toi qui les as créés? Oui, exact. Ouais. Donc, j'ai créé, dans le fond, toutes les histoires. Évidemment, il y en a quelques-unes qui sont un peu plus squelettiques, là, dans le sens que ils vont être peaufinés là, plus tard. Mais, somme toute, oui, c'est moi. La musique aussi du jeu, je sais pas si tu allais en parler éventuellement, mais j'imagine que oui. Donc, la musique aussi, c'est moi. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui ont été faits là, qui viennent de moi, là, sans vouloir me vanter de quoi que ce soit. Mais c'est vraiment un jeu que
que tu portes en fait de A à Z, en fait, du début à la fin. C'est quelque chose que tu as sorti de toi, parce qu'on voit si la musique, les images, la mécanique, la thématique, le fait que ça soit quelque chose qui soit dans un monde, on va dire horrifique entre guillemets, puisque on retrouve les mondes, on l'a dit, tels que Diablo, tels que Dark Souls et tout. Ça aussi, c'est quelque chose qui te correspondait bien. C'est quelque chose que tu voulais dès le départ, que ce soit très clivant. Oui, vraiment. C'est un univers que j'aimais beaucoup. Et j'ai juste voulu essayer de retranscrire, dans le fond, cet aspect-là là, pour donner un peu en fait, ce que moi, j'ai adoré lorsque je l'ai expérimenté. Donc, on l'a dit, hein, dans le livret de règles et dans le livret de scénario, il y a un QR code qu'on peut flasher pour arriver directement sur la page YouTube avec toutes les musiques pour se mettre dans l'ambiance. Il y a des passages narratifs aussi, enregistrés. Oui, oui, avec ma magnifique voix. Éventuellement, je compte justement sûrement payer vraiment un acteur là, qui va les lire au lieu que ce soit ma merveilleuse voix. Puisque je déteste m'entendre, en tout cas, je déteste m'entendre pour cette partie-là, du moins. Mais oui, c'est prévu qu'il y ait d'autres narrations. Présentement, il y a juste un scénario qui a été fait, là, puisque c'est très, très long à préparer. Bien sûr. Bien sûr. Et ça fait partie, dans le financement, en fait, sur le Kickstarter, si le projet aboutit, et il est déjà bien parti parce qu'on est allé voir et il est quasiment à 100%, ça fait partie des choses que tu comptes investir, en fait, l'enregistrement, par exemple? Oui, exact. Je veux vraiment livrer un jeu complet là, qui va pas nécessiter, si on pourrait dire, de DLC ou de téléchargement autre par après. Je veux vraiment que le jeu soit complet puis que ça soit accessible à tous. Que les joueurs se disent pas, j'ai acheté quelque chose qui est pas terminé, et pour le terminer, il me faut les 3 boîtes à côté pour avoir l'histoire complète. Non, je déteste quand ça arrive, donc je veux pas le faire expérimenter aux autres joueurs, non. Justement, en parlant du Kickstarter, les dates de début. Le Kickstarter est lancé, là, on sait qu'il est en cours. La date de fin, c'est quand, la fin du financement? Le 20... voyons. Le 20 mars à 2h. À 2h. À 2h chez vous? Ouais, à 2h chez nous, donc je sais pas à quelle heure que ça. À 2h chez nous, mais du matin. C'est 18h l'heure de France, je crois. Le 21 mars à 19h chez nous, d'après ce que dit Kickstarter. À 19h, d'accord. Sur le site, ils nous disent 19h ici en France. Ah, ok, bon, voilà. Non, à 19h, ça doit être Angleterre, donc on doit être à 18h chez nous. Ah, donc c'est ça, il a raison. C'est ça. 19h Angleterre. Et... Je fais bien mes calculs habituellement. Ouais, c'est ça, exactement. On voit que t'as l'habitude, le calcul de tête. Et pour les gens qui vont aller voir le site et qui vont vouloir commander le jeu, donc on l'a dit, un jeu de base avec déjà 9 scénarios. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans les add-ons, dans les stretch goals, justement? Oui, donc en fait, dans les stretch goals, il va y avoir beaucoup de bonus, donc des mini-extensions. Par là, j'ai par exemple une carte portail secret. Il va y avoir des cartes supplémentaires pour les cartes de départ. Donc, habituellement, le personnage, en fond, la classe que vous allez sélectionner vient avec une seule carte. Là, vous allez avoir le choix entre deux. Il va y avoir aussi des capacités de classe. Donc, en anglais, c'est des perks. Donc, vous allez pouvoir vraiment décider de qu'est-ce que vous voulez avoir là, lors du début de votre partie. Il y a plein d'autres éléments aussi encore. Je ne veux pas tout dévoiler, mais il y en a plusieurs. Dans les add-ons, on retrouve dans le fond 2 extensions du jeu. Donc, il y a une extension qui est butin et marchand qui va rajouter un portail, du looting et des sets d'objets. Donc, ça va rajouter tous ces éléments-là dans le jeu. Chaque fois qu'on va éliminer un monstre, par exemple, on va avoir une carte loot qui va rajouter, par exemple, des pièces d'or ou quoi que ce soit. Pour pouvoir aller les dépenser, ouais, ok. Et il va y avoir aussi des quêtes et événements qui vont rajouter, dans le fond, plutôt de l'exploration de donjons. Donc, c'était un peu représenté simplement dans le jeu de base.
Mais là, avec cette extension-là, on va plus loin. Donc, il va y avoir des pièges, des coffres. Il va y avoir aussi des sanctuaires. Il va y avoir des quêtes secondaires que ça va l'apporter aussi. Donc, vous allez pouvoir avoir des petites quêtes de plus pour essayer de stuffer votre personnage. D'être Et encore tout ça plus dans fort. Exact. Et tout ça va être très, très simple. Donc, au début de votre tour, vous allez lancer un dé pour savoir qu'est-ce qui se produit et vous l'appliquez, tout simplement. Donc, l'idée est vraiment de rajouter des éléments supplémentaires sans trop ralentir le pacing du jeu. Alors là, dans la boîte de base, on l'a dit, il y a des scénarios. Les scénarios, on peut choisir celui qu'on veut faire entre le 1, le 2 ou jusqu'au 9. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un mode campagne et d'aller du 1 au 9 et de garder son personnage et de le rendre hyper badass? Dans le fond, entre les scénarios, le personnage recommence à chaque fois à 0. Donc, on peut pas le garder, parce que sinon, c'était impossible à balancer. Mais ça serait... On appellerait ça Donjons et Dragons. Mais c'est possible de conserver certains éléments. Donc, il va y avoir une campagne et on va se poursuivre, dans le fond, avec la même classe, les scénarios suivants et on va pouvoir débloquer j'appelle ça des capacités, là, mais il va y avoir un autre terme. Et ça va permettre de pouvoir transférer des cartes à la prochaine partie. Donc, par exemple, plus de points d'expérience, des cartes qu'on a en main, un compagnon, etc. On va pouvoir vraiment transférer des éléments pour avoir un début de partie qui est plus adéquat. On va pouvoir en sauvegarder, dire dans ma main j'en ai qui m'intéressent et je les garde pour tout à l'heure, pour l'histoire d'après. C'est ça, oui. Les gens qui malheureusement n'auront pas été sur Kickstarter, qui auront loupé la campagne de financement, est-ce qu'ils peuvent espérer trouver le jeu en boutique ou est-ce que ça sera une exclusivité Kickstarter? Malheureusement, ils vont l'avoir loupé. Donc, présentement, je n'ai pas prévu revendre les jeux aux boutiques. Donc, c'est vraiment une exclusivité Kickstarter pour le moment. Ouais, donc il faut vraiment se jeter dessus si vous aimez les jeux vidéo, on l'a dit, hein, à la Dark Souls, à la Diablo, si vous aimez les jeux de rôle, si vous aimez les jeux matures, parce que vraiment, encore une fois, c'est très bien de pouvoir faire des jeux passe-partout, des jeux familiaux, mais là on est dans un univers de dark fantasy, on est dans un univers très dur, et c'est ça aussi qui est beau et qui fait qui change. Donc faut surtout pas hésiter à aller voir. Donc sur Kickstarter, Hellbringer, on le rappelle, un jeu de Maxime Gauthier, jusque fin mars. 20 mars. Fin mars, oui, non. Jusqu'au 20 mars, pardon. C'est bon, oui. C'est bon, pardon. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose, Maxime, qu'on aurait omis de mettre en avant? Honnêtement, je vous dirais juste, dans le fond, à tous ceux qui croient aller supporter le projet ou quoi que ce soit, merci énormément. Donc, je suis seul derrière toute cette magnifique aventure. Donc, directement, vous me supportez dans cette aventure-là. Donc, un énorme merci. Et je peux juste remercier, dans le fond, toute la communauté qui est en train de s'agrandir à travers tous ces éléments-là. J'ai déjà plusieurs commentaires qui me sont ressortis. J'ai même des personnes qui se greffent un peu à moi pour offrir leurs services. Et je peux juste les remercier du fond du cœur de croire, dans le fond, à ce projet-là. Donc, un peu comme vous qui avez décidé d'accepter, dans le fond, de présenter le jeu à votre émission. Un énorme merci. Eh ben, de rien, merci à toi en tant qu'auteur, merci à vous les auteurs de nous permettre de rencontrer, on va dire, des mécaniques ou des thématiques et de jouer, de partir, de nous abreuver l'imaginaire. C'est aussi grâce à vous que nous on peut s'évader. Donc si on peut ouvrir une petite fenêtre pour vous, c'est avec plaisir qu'on le fait. Un gros merci. Merci beaucoup Maxime. Nous on va suivre le Kickstarter de près, en tout cas jusqu'au 20 mars pour voir où on arrive le financement de Hellbringer. Très bonne fin de soirée. Non, très bonne journée à toi. Et... oui, bonne fin de soirée à vous. Bah oui, merci. Et je te dis à très très vite alors. Allez, à plus.
Donc là, c'est 15 000 € sur 18 000 pour le financement. Il y a eu une boîte qui a été vendue là depuis le début de l'interview. Et c'est une boîte en plus. C'est pas, il y a une boîte. Il y a une boîte à 15 000 €. C'est une boîte. C'est, on va dire, depuis le début de l'interview, on va une boîte dire, a été vendue. 45 € le premier pour avoir le jeu, quoi. 45 € pour avoir le jeu. Juste toute petite seconde, puisqu'on est dans les financements. Là, j'ai reçu un mail, je tiens à le partager. Sur Ulule commence le 9 mars, donc très très vite. Saga Explorer de Elixir. Elixir avait fait le jeu Dream Quest, on va dire une initiation au jeu de rôle avec un grand enfant et un petit enfant. Ça fait quelques temps qu'il est sorti et on va dire que un soir sur deux, on y joue avec les enfants depuis. Pas avec la boîte de base, mais on continue cette mécanique du rêveur, du protecteur. Ils sont à fond dessus. Donc là, il y a écrit, vous avez aimé Dream Quest, vous allez adorer Saga Explorer. Bah écoutez, là, je pense que si je monte ce mail à mes enfants, le 9 mars à minuit 0000, ils sont sur Ulule et ils font F5 actualiser Avec la page. ta carte de crédit. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, c'était juste pour parler de ce financement-là. C'est très très bien. Moi j'en profite là à titre personnel pour signaler que si vous avez la chance de nous voir dans l'émission des Luds ou de nous entendre, même si on est sur plusieurs radios, plusieurs plateformes de radio, c'est quand même grâce à Plume FM qui nous a laissé notre chance. Et en ce moment, il y a encore quelques jours, n'hésitez pas à vous jeter dessus, il y a un participatif aussi pour permettre à Plume FM de renflouer les caisses parce que c'est une radio associative et ça va nous permettre surtout de pouvoir investir dans le matériel pour avoir la deuxième antenne qu'on a eue à Redon. Donc allez-y, c'est sur Hello Asso aussi et il y a moyen de faire des choses bien pour des gens bien. Merci beaucoup Damien pour nous avoir parlé de ce participatif. Merci à Maxime pour Hellbringer et merci à vous de nous supporter dans tout ce qu'on dit. On va vous lâcher un petit peu les oreilles parce que c'est l'heure de la deuxième pause musicale de l'émission. Ah mais alors, quand je vous dis que j'avais rien compris, moi tu m'as dit qui on a au téléphone, tu dis ouais on appelle le Canada Maxime Gauthier. Moi j'ai mal entendu, j'ai cru qu'on appelait le Canada Maxime Coutier. Maxime Coutier, c'est un journaliste qui faisait avant la pré-matinale de 5h à 7h sur Radio-Canada. Moi, je l'écoutais à midi, j'avais aucun... faut la référence, là. Non, mais il était midi, mais en fait, je me suis dit, pourquoi on appelle ce mec ? Alors, c'est vrai qu'il a repris l'émission Aujourd'hui l'histoire, qui est pas mal, c'est plein de petites anecdotes, tout ça. Moi, je me suis dit, écoutez, on va écouter Aujourd'hui la crise, hein, ça tombe bien, parce que demain, c'est manif. Aujourd'hui la crise, donc c'est Jacques Higelin, tout de suite dans Des Luttes et des Plumes. Pour une question de droit d'auteur et d'algorithme un peu borné parfois, les pauses musicales que vous entendrez dans 15 jours à la radio ne peuvent pas être diffusées sur la vidéo. À la place, on vous laisse avec cette petite musique d'ambiance et on vous retrouve très très vite. Toute l'équipe de Des Luds et des Plumes vous retrouve dans moins de 3 minutes pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Un projet ludique à présenter, professionnel ou associatif ? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume, jeuplume, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/dldp56. Des Luds et des Plumes, chaque 2e et 4e lundi du mois, 20h-22h sur Plume FM dans le Morbihan, le vendredi suivant dès 14h. Vous êtes en train de suivre l'enregistrement en direct de la prochaine émission de Des Luds et des Plumes. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale, dans moins de 2 minutes. Des Luds et des Plumes, chaque mercredi sur FM 43 en Haute-Loire, chaque vendredi soir sur BLP Radio dans l'Essonne, le dimanche après-midi sur RIG à Bordeaux et le dimanche soir sur Évasion à Brest. Vous organisez un festival, une après-midi jeu ? L'équipe de Des Luds et des Plumes propose aussi toute une gamme de prestations ludiques, des animations, des jeux, des escape games. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse
jeplume, JEUPLUM, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/DLDP56. Toute l'équipe de Deludes et des Plumes vous retrouve dans moins d'1 minute pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Deludes et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, c'est plus de 10 ans de présence à l'antenne de Plume FM pour parler avec nos invités en studio et au téléphone de l'actualité ludique locale et interplanétaire. Deludes et des Plumes, c'est également quand vous voulez en podcast sur radiobrace.net et les principales plateformes SoundCloud, iTunes, Google et Spotify. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale dans quelques secondes. On vient d'écouter Jacques Higelin à l'instant avec le titre « Aujourd'hui, la crise ». Déjà la moitié de l'émission dans Deludes et des Plumes. Et tout de suite, c'est l'heure de se dire les choses en face. Toujours dans Deludes et des Plumes, effectivement, c'est la moitié de l'émission. On a passé une première partie très très riche. On a joué à Talaref et on a passé 2 coups de fil, notamment pour le festival Je peux pas, j'ai jeu et pour le Kickstarter de Hellbringer. Maintenant, on va continuer notre blabla, mais un blabla très intéressant, parce qu'on va continuer notre reportage sur Doggerland. Doggerland, c'est ce jeu qui va sortir chez Super Meeple, qui est très attendu, qu'on a eu la chance de découvrir à Cannes en avant-première avec les versions boîte. Nous, on a commencé le reportage, on a commencé à en parler, on est au 4e épisode, mais pour ceux qui ont vu le jeu et qui étaient très intéressés, j'ai vu qu'il y en avait un paquet autour des tables à Cannes, eh bien n'hésitez pas à continuer. Cette fois-ci, on est sur le thème... On est sur, on va dire, les infos générales, c'est-à-dire d'où vient le nom, qui sont les illustrateurs, quand est-ce que c'est la sortie. Alors, la sortie, au moment de l'interview, il y aura peut-être un petit décalage avec la vérité, mais en tout cas, voilà, plus d'infos sur le jeu en lui-même, quoi. À tout de suite. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le titre a changé plusieurs fois. Vous êtes passé de Samara à la vallée de Koa, puis enfin à Doggerland. Est-ce que, même si le premier on a compris, hein, tu disais que c'était parce qu'il y avait un jeu qui avait une sonorité similaire qui allait sortir et qu'il fallait pas faire de on va dire de concurrence. Ensuite vous aviez Ouais. En plus, il faut ajouter que à l'époque, Samara, en fait, moi je ne le savais pas, mais c'était une ville en Russie où était organisée la Coupe du Monde, où il y avait des matchs de Coupe du Monde de football. Et donc aussi, ça venait noyer un petit peu le message. Donc on a préféré effectivement changer là-dessus. Et donc vous êtes parti sur la vallée de Koa pour finir par Doggerland. Pourquoi est-ce que vous avez rechangé ? Alors, on a rechangé tout simplement parce qu'à un moment donné, l'éditeur, concrètement, nous a dit la vallée de Koa, c'est bien, mais ça fait un peu trop français, même si on le traduit, ça va peut-être pas avoir une portée extrêmement importante. Donc là, moi, je me suis remis à faire des recherches parce que je voulais trouver absolument un nom qui correspondait à une période aussi du Paléolithique où on pouvait effectivement revoir entre guillemets des hommes se promener, chasser le mammouth, le bison, etc. Et je suis tombé sur des articles en fait qui parlaient d'une terre qui avait disparu, qui se situait entre l'Angleterre et on va dire les pays, le nord de la France, la Belgique, les Pays-Bas, et qui s'appelait effectivement le Doggerland et qui était on va dire une lande de terre très riche où avaient vécu effectivement des hommes du Paléolithique, puisque de nombreux pêcheurs à l'époque dans leurs filets avaient remonté des artefacts de cette période-là. Et donc je me suis dit, c'est exactement ce qu'on recherche, c'est exactement ce qu'on a besoin. Et donc de là est parti le nom Doggerland. Donc on a fait valider ça avec Super Meeple et puis effectivement avec les distributeurs américains après. Et puis au-delà de ça, en plus le Doggerland, c'est beaucoup plus connu que Vallée de Koa.
Quand on fait une recherche Google, voilà, on tombe sur beaucoup plus de choses. Il y a même un groupe de musique qui s'appelle Doggerland. Voilà, donc après, c'est un nombre de domaines publics, donc c'est ça qui est très pratique aussi. Hein. Alors, on l'a compris, hein, vous avez eu la chance de trouver un éditeur qui vous a vraiment accompagné et qui vous a poussé, écouté et vraiment, on va dire, qui a pris le jeu, on va dire, à bras le corps autant que vous. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il vous a proposé un illustrateur. Est-ce que vous pouvez dire le nom de l'illustrateur ? En fait, au tout départ, l'idée était partie tout du moins pour Super Meeple, de travailler effectivement avec des illustrateurs dits classiques, c'est-à-dire des illustrateurs qui ont l'habitude du monde du jeu de société. Et petit à petit, on s'est aperçu effectivement que, aussi bien chez Super Meeple que par notre biais, on avait des connaissances mutuelles, entre guillemets, d'illustrateurs, alors plus du monde de la BD, mais qui étaient parfaitement dans le domaine que l'on recherchait, c'est-à-dire des gens qui avaient l'habitude de dessiner la préhistoire. Donc là, à un moment donné, c'est porté le choix sur Emmanuel Roudier, qui est l'auteur en fait d'une bande dessinée qui s'appelle Néandertal, et l'illustrateur d'un jeu de rôle qui s'appelle Wurms, et qui est tout le temps au temps de la préhistoire. Donc là, c'est plus sur la période du Néandertalien, mais ça n'a, je veux dire, c'était exactement la patte graphique que l'on recherchait pour notre jeu. Et donc, du coup, on peut dire son nom, hein, c'est Emmanuel Roudier. Et il est accompagné de Yann Villeneuve, en fait, qui est son élève. Et donc, ils travaillent à deux sur les illustrations du jeu. Alors, on a compris, hein, l'illustrateur était pile dans ce que vous attendiez, dans ce que vous recherchiez, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que tu disais au départ, Laurent, que vous étiez assez jusqu'au boutiste, que le prototype avait coûté pas mal d'argent en encre parce que vous aviez été plutôt, on va dire, perfectionniste dans tout ça. Est-ce que quand on a un prototype aussi abouti et qu'on le voit après passer dans les mains de quelqu'un d'autre, au départ, même si on connaît le travail d'Emmanuel Roudier, est-ce qu'on n'a pas un petit peu d'appréhension de se dire j'espère qu'il va quand même comprendre l'état d'esprit qu'on a voulu y mettre? Oui, moi concrètement, j'avais effectivement quelques appréhensions, mais de toute façon, je pense que c'est tout auteur à un moment donné quand il transfère son bébé, on va dire, à un tiers, on a toujours peur effectivement qu'il y ait des modifications ou que ça ne soit pas exactement la vision que l'on ait. Mais pour en avoir discuté beaucoup avec Philippe, à un moment donné, on a senti que lui, c'était vraiment approprié le projet, c'était aussi devenu son bébé, qu'il avait la même vision que nous de réaliser le plus beau jeu de société sur le Paléolithique. Donc nous, ça nous a rassurés. Et puis, à un moment donné, on a commencé à voir les premières illustrations sorties, et là, on a eu l'effet waouh. Voilà. Et là, on s'est dit, c'est bon. Maintenant, on peut fermer les yeux. Ils sont en train de gérer le projet exactement comme nous on l'aurait géré si on en avait les capacités et puis les compétences. Et aujourd'hui, on regarde les illustrations arriver avec des yeux écarquillés à chaque fois, mais voilà, qui pétillent. Mais là, on sait que ce qu'on va offrir au public, ça va être merveilleux. C'est-à-dire que entre le gameplay et l'expérience visuelle que Emmanuel Roudier et son équipe vont nous proposer, on va avoir un objet qui va juste être magnifique. Parce que au pire, les fous de BD et les fans de Emmanuel Roudier vont juste l'acheter pour le côté visuel. Et puis, ce qu'on espère aussi, c'est que les joueurs vont l'acheter pour le côté gameplay. Ils prennent du plaisir, aussi, dans les mécaniques. Exactement. Exactement. Alors, on a compris, tu l'as dit, c'est un peu comme le premier jour où on arrive et qu'on doit laisser son enfant chez la nounou. On sait que ça va bien se passer, mais on appréhende quand même jusqu'au soir. On se dit, non, finalement, il s'est bien amusé. Donc, on fait confiance. Exactement. Quand le travail de l'éditeur est aussi bon et marche aussi bien, du coup, on n'a qu'une envie. On sait que le produit, tu l'as dit, sera top et va arriver. Là, on va s'approcher un petit peu de la sortie. Le jeu devrait arriver. Est-ce que vous avez une estimation de la date? Grosso modo, s'il n'y a pas de problème avec les transports ou avec les événements internationaux, on devrait effectivement avoir l'objet qui sera disponible pour Essen. D'accord, parce que oui, tu dis s'il n'y a pas de souci, parce que comme tout le monde, j'imagine que vous avez souffert aussi de la pénurie de matériaux par rapport à la sortie du jeu. C'est ça.
Voilà, Super Meeple pourrait en parler plus que nous, mais effectivement, de toute façon, je pense que c'est global à tous les éditeurs, c'est-à-dire que les coûts de transport, l'augmentation des matières premières, les délais effectivement de production qui sont plus longs suite effectivement à un arrêt lié à la période Covid, etc. Tout ça cumulé fait que oui, on espère que le produit sera effectivement disponible à partir des salons. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure au tout début de l'entretien, vous êtes aussi animateur sur des salons, animateur de jeux, vous avez l'habitude de faire jouer beaucoup de jeux, vous avez fait jouer énormément le vôtre, est-ce qu'après toutes les parties tests que vous avez faites, vous avez encore envie de faire des parties de votre jeu en fait? Oui, clairement. En fait, on a réussi à faire un jeu qui, entre guillemets, renouvelle à chaque fois l'expérience. C'est-à-dire qu'on a jamais les mêmes situations de base, on va jamais avoir le même cheminement entre guillemets pour pouvoir obtenir la victoire. Et ça, c'est ce qui a entre guillemets plu à Super Meeple. En tous les cas, c'est le gros coup de cœur que Philippe lui a eu lorsqu'il a joué, c'est qu'il a dit ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un jeu où, une fois la partie terminée, j'ai tout de suite envie d'en refaire une. Et pourtant, on parle de jeux experts, c'est-à-dire c'est effectivement pas forcément des jeux qu'on ressort tout le temps et immédiatement, mais là, effectivement, il y a ce petit truc qui fait que on a fini la partie, on a obtenu un résultat, mais on se dit je referais bien une pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et là, pareil, l'interview, on se dit on termine l'interview, on se dit tiens, je réécouterai bien la suite pour voir ce que ça peut donner, puisque effectivement, on y arrive enfin. La prochaine émission, ça sera les règles du jeu, le thème, le comment on y joue, enfin le pourquoi du comment de ce Doggerland. Exactement, et qui sera donc normalement disponible enfin en physique, si tout va bien, avant l'été pour Paris et Ludique, on va dire, donc vers le mois de juin. On espère en tout cas pour eux parce que, comme on l'a dit, le jeu a fait une vraie hype à Cannes. Bon, c'est pas le seul. À Cannes, on a vu beaucoup de joueurs, beaucoup de gens autour des jeux. J'ai eu la chance d'aller animer pour Notes Publishing cette année et je dois dire que on a parlé de Subterra 2. Subterra 2 n'a pas des amplis. C'était une vraie orgie humaine autour des tables. Orgie de jeu, oui, bien sûr, hein, bien sûr. Et pour dire qu'on avait eu le nez creux, parce qu'on en a parlé l'année dernière quand je les avais rencontrés à Cannes, on les a revus à Rennes en jeu. Et tu m'as traîné par le bras, tu m'as attrapé par la manche, je me viens, il faut qu'on aille essayer absolument Heredity. Tout à fait. Qui m'a fait un gros effet. Effectivement, mais on a fait 3-4 tours, c'était trop peu, j'ai hâte de pouvoir y jouer, et ils étaient à Cannes. Donc. Et ils étaient à Cannes, et là aussi, Heredity n'a pas des amplis. Il y a eu un énorme effet boule de neige avec du bouche à oreille. Donc on est très très content pour eux parce que vraiment le jeu est une tuerie. Vous verrez, si vous avez l'occasion de le tester sur un salon, allez-y. Et sinon, si vous n'avez pas l'occasion de le tester, achetez-le quand il sera en boutique parce que vraiment, si on aime les jeux narratifs, c'est vraiment une belle claque ludique. Voilà. C'est fou ça, parce qu'on disait le milieu du cinéma, #MeToo, tout ça et tout, mais évidemment le milieu du jeu de société aussi, hein. Il y a des orgies, il y a des bouches dans des oreilles. En tout cas, moi je suis pas prêt d'aller à Cannes. Hein. Je vous dis, je tiens à mon hygiène corporelle. Et tout à l'heure, donc je disais que à Cannes, on rencontre beaucoup de monde, on voit beaucoup de choses. J'ai vu énormément de jeux, j'ai pas vu beaucoup de nouveautés, on va dire, parce que c'est des jeux soit que j'avais déjà entreaperçus sur le net, soit que j'avais déjà vu dans d'autres salons. Mais quand même, je dois rendre ce qui appartient à César. Un jeu quand même a fait parler de lui cette année. Atalia, c'est ça? Non. Pas ce César-là. L'autre César. Ah oui, d'accord, ok. Pas Césaré. Non, le jeu qui m'a fait forte impression, et voilà, on est très content parce que c'est chez Ocaluda. Ocaluda, c'est un éditeur qu'on aime beaucoup. J'aime beaucoup Christophe. C'est un jeu qui a été créé par Nathalie et Rémi Saunier, qu'on aime beaucoup aussi. On n'est pas chauvin, mais c'est des gens qu'on apprécie très fortement ici dans l'émission. Et sur un personnage qu'on aime énormément, c'est le jeu L'Enfust, le Roll and White Aventure.
Et je dois avouer que, alors en Roll and White, on en avait fait beaucoup. On aime pas, on connaît le principe. Je lance des dés, j'ai des résultats et je les applique. Et bien là, on va garder un peu ce principe-là, mais avec un mode opératoire différent. On va reprendre un peu de principe de Tetris avec du placement de dés sur une grille qui va nous donner des formes. Et c'est ces formes-là qu'on va placer sur la carte. Et il va falloir aller vivre des aventures. Si on a des cases trésors, on va piocher des cartes trésors, des cartes portes, on va en ouvrir. On va combattre des monstres. On va pouvoir s'entraider ou pas parce qu'il va falloir marquer des points d'aventure, les points d'XP qui vont nous permettre d'avancer, de progresser, d'avoir des pouvoirs. On peut s'entraider dans ce Roll and White. Eh ben oui, on peut s'entraîner. En fait, on peut s'appuyer. Ça veut dire que toi, tu as réussi à faire une forme et tu as atteint la case numéro 4 plus loin. Ouais. Je peux partir d'une case que tu as atteint, mais comme je m'appuie sur toi, je te donne un petit peu de points, points d'XP. Et donc, le principe va vraiment être d'essayer de faire au mieux pour quand même avoir le plus de points à la fin. C'est moi qui vais vivre les meilleures aventures, mais tout seul, on va pas très loin. On va moins loin qu'à plusieurs, en tout cas. Avis aux fans de Landfeust, et on sait qu'ils sont très nombreux. C'est ça, on retrouve vraiment l'univers. Et la chance a voulu que Tarquin accepte de leur faire l'image de base, l'illustration de la boîte qui est magnifique. Et donc voilà, c'est une illustration originale de Tarquin sur un jeu qui a été approuvé par Arleston et Tarquin. Vraiment, on a hâte, il arrivera celui-là à la rentrée, mais on l'attend avec impatience. On a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire là tout de suite avant de passer au quiz de Talon. On va se quitter, ouais, c'est un peu plus tôt. Non, parce que Talon a préparé un quiz avec la personne qui est derrière mon dos. Il m'a laissé des voyelles à la canne, toi. Ouais, j'ai oublié des mots. Non, on va se quitter avec la 3e pause musicale de l'émission, comme ça on laissera tout le temps libre après à Talmo. Ah mais je vais vous dire, si j'étais totalement à côté de la plaque, je me dis, oh purée, mais Doggerland. Mais oui, mais il y a cette chanson de Ian Anderson. Et j'avais totalement oublié que je l'avais passée il y a quelques reportages déjà en arrière. Bon, du coup, on va la réécouter, on n'est plus à ça près. Allez, on repart dans une petite pause musicale, on écoute Doggerland de Ian Anderson. Pour une question de droit d'auteur et d'algorithme un peu borné parfois, les pauses musicales que vous entendrez dans 15 jours à la radio ne peuvent pas être diffusées sur la vidéo. À la place, on vous laisse avec cette petite musique d'ambiance et on vous retrouve très très vite. Toute l'équipe de Deludes et des Plumes vous retrouve dans moins de 3 minutes pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Un projet ludique à présenter, professionnel ou associatif? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeuplume, jeuplume, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/dldp56. Des Ludes et des Plumes, chaque 2e et 4e lundi du mois, 20h-22h sur Plume FM dans le Morbihan, le vendredi suivant dès 14h. Vous êtes en train de suivre l'enregistrement en direct de la prochaine émission de Des Ludes et des Plumes. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale, dans moins de 2 minutes. Des Ludes et des Plumes, chaque mercredi sur FM 43 en Haute-Loire, chaque vendredi soir sur BLP Radio dans l'Essonne, le dimanche après-midi sur RIG à Bordeaux et le dimanche soir sur Évasion à Brest. Vous organisez un festival, une après-midi jeu? L'équipe de Des Ludes et des Plumes propose aussi toute une gamme de prestations ludiques, des animations, des jeux, des escape games. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeuplume, jeuplume, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/dldp56. Toute l'équipe de Des Ludes et des Plumes vous retrouve dans moins d'1 minute pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo.
Des Luds et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, c'est plus de 10 ans de présence à l'antenne de Plume FM pour parler avec nos invités en studio et au téléphone de l'actualité ludique locale et interplanétaire. Des Luds et des Plumes, c'est également quand vous voulez en podcast sur radiobrace.net et les principales plateformes SoundCloud, iTunes, Google et Spotify. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale dans quelques secondes. À l'instant, Ian Anderson avec encore une fois le titre Doggerland, comme quoi, n'importe quoi ce soir. Dernière demi-heure, dernière ligne droite pour des Luds et des Plumes. Et tout de suite, c'est l'heure de vous dire ce qu'on avait encore à vous dire. Toujours dans des Luds et des Plumes, on est ensemble pour la dernière partie de l'émission. Cette partie, on va la laisser à Talmo qui doit nous parler du Boogeyman parce que c'est le moment du quiz de Talmo. Tu as la question, qu'écoutais-je? Tu as la réponse, qu'entendis-je? Tu as le mot, qu'ouis-je? Tu as le mot, qu'ouis-je? T'as le mot, quiz. T'as le mot, quiz. Attention, la consommation régulière de LSD et d'alcool artisanal peuvent entraîner des situations gênantes. Si vous en êtes témoin, n'intervenez pas. Enregistrez la scène et envoyez-nous tout ça, on pourra toujours en faire un jingle. C'est un personnage incontournable du cinéma d'épouvante et bien entendu, je ne pouvais pas le laisser derrière moi. De toute façon, il m'aurait rattrapé. Je veux parler bien sûr du Boogeyman. Le Boogeyman, c'est ce tueur sanguinaire, implacable, qui n'a qu'un seul logiciel: poursuivre et tuer ses victimes. Selon l'excellent site TV Tropes, le Boogeyman n'a pas besoin d'être humain. Ça peut être un monstre ou un démon. La traduction, c'est son attitude surtout qui en fait un boogeyman. En français, la traduction la plus fidèle, celle qu'on retrouve le plus souvent, c'est le croque-mitaine, en référence à ce monstre des contes d'Andersen. Une sorte d'ogre qui s'en prend avant tout aux enfants. Alors au cinéma, c'est des grands enfants, des enfants adolescents, même grands ados qui forniquent et qui boivent du whisky, mais enfants quand même. Alors pas besoin d'aller beaucoup plus loin pour comprendre le magnétisme et la frayeur qu'il opère sur nous. Métaphore à peine déguisée des monstres qui se délectent de nos souffrances. Alors bien entendu, le Boogeyman, c'est sa caractéristique première, il ne meurt pas. Jamais. Sinon, d'une part, ce serait trop de travail pour les scénaristes, et ça donne la vie à de nombreux tropes délicieux, comme l'œil qui s'ouvre à la fin du film, la main qui sort de l'eau, la caméra qui plonge sous terre pour nous montrer que l'horreur n'est jamais, jamais terminée. Mais ne parlons plus de fâcheux, parlons de ceux qui n'existent nulle part ailleurs que dans nos histoires et notre imagination. Je vous donne un attribut marquant. Retrouvez l'œuvre ou le nom du Boogeyman en question, d'accord ? Et surtout, question subsidiaire, expliquez-moi son histoire et pourquoi il est si méchant. On va essayer. Je vous donne un premier attribut. Hein ? Parce que le premier attribut, c'est le masque de hockey. Ah oui, Mike Myers. Non. Vendredi 13. Ouais, son nom. Non, Mike Myers, c'est l'autre. Chance Myers. Non, facile. Dans Vendredi 13, le nom c'est Jason Voorhees. Oui, il en voulait à ses parents de l'avoir appelé comme ça, quoi. Et non, c'est pas pour ça qu'il est méchant, mais effectivement, ça a bien à voir avec. Non, pas ses parents d'ailleurs, non. Ah. Mais je trouve c'est que celui qui commence au camp de vacances. Oui, ça a à voir très fortement avec les camps de vacances. La moquerie, tout ça. Non, c'était un enfant qui s'est noyé dans le lac pendant que les moniteurs censés le surveiller étaient en train de forniquer, absolument. Prendre de la drogue, de boire de l'alcool, enfin comme toute bonne colonie, quoi. Voilà. Et donc, mort, disait le directeur de centre de Jason loisirs. passera au moins une quinzaine de films, je crois, à se venger, Oui, à parce qu'il étancher. il ira même se battre contre Freddy. Contre Freddy, ouais. Ouais, bien sûr. Non, c'est Freddy qui va le. Enfin, qui va venir le voir, mais je crois.
Il y a un moment donné où ils sont dans. Voilà, on fait des Ah, crossovers avec infinissable. tout ce qu'on peut. Et la Madeleine de Proust que l'on n'a jamais eu, le H versus Freddy versus Jadon, où Bruce Campbell devait arriver et leur foutre une raclée aux deux, quoi. Ça a été évoqué un temps à la suite de ce film-là. Peut-être, n'a ça jamais viendra. Bruce Campbell est toujours avec nous. C'est ce que j'allais dire. Deuxième attribut, un pull rouge à rayures vertes. Voilà. Ou le contraire. Voilà, le fameux Le fameux Freddy Krueger. Freddy Krueger dans... Alors, je te demande le titre du premier. mais tu- Nightmare on Elm Street. Formidable. Et son histoire. Il a été. Alors, on spoil là pour Ouais. ceux qui n'ont pas vu le film. Bah, c'est pas grave. Parce que C'est- il a été brûlé en fait par les chaufferie du lycée, parents, par les parents qui l'avaient pris et qui l'ont mis dans la chaudière. Et voilà, il revient se venger des descendants. Absolument. Il nous manque juste un petit élément, c'est un enfant rejeté. Il est né d'une mère complètement folle dingue dans un hôpital psychiatrique. Et petit à petit, au cours de son enfance, il va devenir un horrible tueur. Un jour, une foule ivre de vengeance va effectivement l'immoler dans, je sais plus, tu disais, La dans chaudière, la chaudière du lycée. de c'est ça. l'école ou un truc. Et il attaque dans les rêves des gens. Et il attaque dans les rêves et les cauchemars. C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus dormir. Johnny Depp dans un de ses premiers rôles. Exactement. Ah, ça... Allez, troisième attribut, un crochet et des abeilles. Ah, vous l'avez pas vu celui-là, sinon vous vous souviendrez tout de suite. Mais il y a l'abeille contre Captain Hook. Souviens-toi le printemps dernier. Vous l'avez pas vu. C'est Candyman. Ah, si, oui. Si, vous avez vu Oui, Candyman. en plus, oui, si. Non, moi Donc, j'ai pas vu. Candyman, c'est le nom du. J'ai surtout du jamais gars. dit son nom 3 fois devant un miroir. Non, c'est Son jamais. histoire, dont vous ne l'avez pas. Attention, redis, c'est quoi le nom? Candyman. J'ai pas entendu. C'est pour la radio, on n'entend pas au micro. Je monte ton micro, vas-y. Candyman. Alors là, il a dit 2 fois. Donc c'était un esclave bourré de talent qui a eu une aventure avec la fille de son maître en fait. Donc le maître abominable lui a tranché la main, l'a enduit de miel et l'a livré à une nuée d'abeilles et il reviendra ensuite éternellement se venger de cet abominable personnage. Quatrième élément, retrouvez-moi le boogeyman dont je parle, une cagoule et beaucoup de bruit. Qui casse. Une cagoule Michael Youn. faite maison. Massacre à la tronçonneuse. Oui. Non, ouais, Chainsaw, enfin. Alors son nom l'avez Moi j'ai Tob Hopper, mais. Massacre à la tronçonneuse. c'est Leatherface. Leatherface, Ouais, ah oui. Tête de cuir. Et alors son histoire, on l'a pas. Enfin, vous connaissez les. Il n'y avait Non. plus d'encre dans l'imprimante, c'est ça? Ils l'ont remis un peu dans le dernier opus. Non, c'est une clé à molette qui est sortie avec une clé de 12 et Ouais. ils ont fait un truc Non. avec une tronçonneuse qui a pris possession d'un corps humain. Moi, je crois surtout qu'il est né dans une famille consanguine et que ça ne l'a pas forcément beaucoup aidé. Un boogeyman qui revient 23 jours tous les 23 ans. Ça vous dit quelque chose, celui-là? Ah, moi, oui. Toi, tu Est-ce l'as que eu. ce serait pas quelqu'un qui travaillerait dans les arts du cirque? Non. Non? Ah, je pensais au clown de ça. Non. Alors j'avais 3-4 jours tous les 28 jours, mais c'est pas. C'est Jeepers Creepers. Ah oui, aussi. Je ne l'aurais pas Non, retrouvé. c'est pas les maïs. De non, c'est- Jeepers Creepers. Ouais, ouais. Bon, Le démon du maïs, non, c'est pas le. Non, c'est pas le même, Non, mais c'est pareil. c'est l'affiche, Sur, je crois. sur qu'il l'affiche, ressemble. ouais, tu dois avoir du Bon, maïs. celui-là, tu vas l'avoir, Alex. Un, deux, Le trois. 6e accessoire, un ballon rouge. Voilà. Ah, ben voilà. Là, on est sur notre fameux Le clown le clown. de ça, dont le nom est Pennywise. Bien joué. Et son origine, vous connaissez? Alors, moi, je connais pas l'origine du clown, mais je sais ce qui a amené Stephen King. Enfin, il a raconté pourquoi Pourquoi il avait l'idée écrit, du clown. Est-ce que vous l'avez? Je Alors, vous la donne. Oui, vas-y, parce que j'ai dû l'entendre parce que quand je l'ai lu et que je m'y étais intéressé, mais j'en ai. Un jour, il a Je pris passais à autre l'avion chose. et il était assis à côté d'un type habillé en clown de McDonald's. Il a trouvé ça hyper freaky. Le mec était pas net. Puis je pense qu'après 2-3 whisky dans l'avion, il devait être un peu inquiétant, tu vois. Et il s'est dit, il faut absolument que j'écrive un bouquin dessus. Et il y a J'ai également... encore 260 heures d'avion pour écrire un bouquin de 1200 pages parce que c'est un avion qui faisait 4 fois le tour du monde parce que les aéroports Ça. n'étaient pas libres pour se poser. à côté d'un clown ivre et Tu veux malodorant. souffler dans mon ballon? Au secours. Ouais, je vois bien. Et la deuxième anecdote, c'est là par contre c'est vrai, c'est in real life, c'est le tueur en série John Wayne Gacy
qui s'est réellement travesti Ah oui, ça, en oui. clown pour aller faire la peau à des gamins. Et qu'on voit d'ailleurs dans la série American Horror Story. Ouais. Il y a une saison qui est sur lui. Et qu'on voit aussi dans Dahmer. Voilà. À certains moments de la série. On parle de Gacy. Mais là, on va pas spoiler, c'est tout récent. D'accord. Ouais, mais c'est une histoire qui a existé, en fait, on spoile rien. Les enfants sont... C'est vrai, les gens il y a juste aller sur il y a qu'à lire le Wikipédia journal. ou c'est ça. Non, je parlais de Dahmer. Ah oui, mais aussi. Ah oui, bon, allez, 7e élément, une sphère métallique volante et tueuse, un corbillard. C'est plus confidentiel, c'est du cinéma. Métallique volante. Une sphère métallique volante, on s'en sert Un pour les géant. entraînements de Jedi. Non, ouais, non, dans là, Le il y a pas. Prisonnier aussi. Mais... C'est un vieux film d'épouvante qui s'appelle Fantasme de Don Coscarelli, réalisateur de Bouba Hotep, l'inénarrable Bouba Hotep. Dans Fantasme, il y a un géant, un croque-mort géant qui poursuit ses victimes. Alors, qu'est-ce qu'on sait de lui? Pas grand-chose. Il n'est pas humain, il saigne jaune, il a une force surnaturelle. On sait que c'est un ancien employé des pompes funèbres qui serait un peu trop proche du royaume des morts. De ce qu'il Qu'est-ce aime qui faire, vous fait rire à ce point-là? Non, j'imagine le mec immense, tu sais, qui arrive tout penaud, puis les gens qui font... Enfin, Ah non, Fantasme, c'est des super films d'épouvante. non, bien sûr, mais Ils sont, c'est au niveau du tueur, en fait. psychédéliques à souhait. Quand tu as un Freddy, quand tu as un Jason Todd et que tu vois l'autre avec ses longs bras... Juste grand. Oui. Je vais prends vos t'attraper. dimensions parce que je fais quand même bien mon métier. Le dernier des accessoires, c'est une petite salopette et un pull à rayures. Ah, c'est Chucky. Bien joué, Chucky. bien vu. Connaissez-vous l'histoire de Chucky? Ah, C'est une histoire poupée qui disait non, non, d'usine. Enfin, non, les non. origines de Une Chucky. histoire d'usine. Non. de feu. Non. Ah, si, il y a un mec qui meurt dans l'usine. Si, bien, c'est pas Il une se fait- usine, non, c'est un c'est- magasin. un de jouets. magasin. Il se fait tuer, poursuivi, ça. le tueur en Brad série. Dourif. Et c'est son âme qui passe dans la poupée. Exactement, c'est un Ça y tueur est, en ça me série qui revient. se fait descendre par la police dans un magasin de jouets. Exactement. Son âme rejoint une poupée car... Et quand même, la probabilité déjà pour que ça arrive, c'est pas courant. Mais après, c'est re-arrivé parce qu'il y a eu la fiancée de Chucky, le Ouais. bébé de Chucky. Bah, quand une licence marche... Non, c'est ça, mais, hein. mais pour le coup, dans cette usine, quoi, c'est un vrai danger. Tu peux pas mourir en paix, quoi. Tu finis dans une poupée. C'est ça. Non, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est Brad Dourif du début à la fin, même dans les dernières versions, qui prête sa voix Ah ouais. à Chucky, un petit peu comme Jamie Lee Curtis fait aussi le personnage du début à la fin qu'on qu'on retrouve même symboliquement. Dans alors Halloween. Alors sur ce type de film, tu vois, comme Chucky, je sais pas si ils ont vendu beaucoup de produits dérivés, par exemple. quand t'as un jouet qui tue, je sais pas si tu peux du coup vendre des jouets pas belle, aux ma gamins, ouais, c'est ça. poupée, j'en veux pas. Mais je te jure, papa, Mais j'ai enfin, peur. C'est très truc en simple, plein les milieu de la enfants nuit se l'arrachent. qui s'assoit. Les enfants se l'arrachent, c'est mieux que. Et Ils l'arrachent ça que l'arrache les les enfants. Exactement. En tout cas, ça nous met de bonne humeur cette histoire de Bogeyman. Et autour Ouais, du Bogeyman, Faut pas dire qu'on a les jetons, quoi. une tonne de clichés, de tropes visuels ou narratifs qui le définissent. Comme nous l'avons évoqué en début de quiz, le Boogeyman s'appuie sur nos folklores, nos contes, nos récits fondateurs. Baba Yaga, l'ogre, on l'appelle aussi Babo, El Coco en Espagne, Marie Grouette, qui noyait les enfants, le Père Michel, l'homme pelu et même le Bouchou en Algérie, en hommage au général Bugeaud, grand conquérant par la brutalité, convenant-en de la France coloniale. Le premier de ces tropes est le tirage de la cheville. Eh ouais, le Uncle Grap, je crois. Bref, passons, on va revenir dessus plus tard. Le tueur fanatique tire calmement et inexorablement sa victime avec une facilité déconcertante. Ce trope est aujourd'hui absolument commun, il passe partout. Mais il est bien emprunté au genre de l'épouvante, qu'on se le dise, oui Damien. Et c'est ça qui est bien dans la série Scream, c'est que ce tueur, il s'en prend tellement plein la gueule. Tu vois, je veux dire, il te tire pas facilement, lui. Ah Il non. te tire toujours à la fin, mais qu'est-ce qu'il se prend dans la gueule de dire, bon, c'est quand même un humain, lui, donc on peut quand même lui mettre des méchantes tartes, même si on va mourir, on se défoule un peu, quoi. Alors voilà, dans les œuvres suivantes, trouvez-moi celle où on ne trouve pas de cheville. scène de Uncle Drag. Ok. Tirage par la cheville. Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Dragon ou Nemo. Dragon. Parce que je suis quasiment sûr que dans les autres, il y est. C'est vrai.
Dans Nemo, ils ont pas de cheville, c'est des poissons. Ouais, Il mais attire c'est par un pas nageoire. grave. C'était trop facile. Non, Si, le dentiste avec la petite fille. Là. non, la réponse était Nemo. Désolé, Damien. Moi, j'étais comme Damien. Je me suis dit, facile, il y a un pas- piège. Mais il y a des Viens, poissons, ils ont on pas a de vérifié. cheville. C'était tellement évident. Mais Bon, du coup, on s'est dit, c'est alors, forcément, il y a un laissez-moi piège. vous les Je vais rappeler. sur Dans Internet, le Seigneur des les Anneaux, poissons c'est ont-ils le des cheveux Balrog qui attrape Gandalf par la cheville et qui le précipite dans les abysses. Dans Harry Potter, Ron se fait emporter par un loup comme ça. Et dans Dragon, si Croque-Mou attrape je sais plus quel personnage qui a une jambe de bois et la jambe se détache et reste dans la gueule de Croque-Mou. Hein. Sur ce trope, ajoutons qu'il est hyper représenté dans le catch. Dans le catch, on tire son adversaire, Et on le ramène au prend par milieu la du jambe, ring. etc., etc. Et savez-vous que dans le catch, on trouve un certain Boogeyman. Il y a un catcheur qui s'appelle le Boogeyman, je ne sais pas s'il est toujours là. Marty Wright, méchant s'il en est, ennemi de l'Undertaker. J'allais dire. Bah oui, puisqu'il ne peut pas mourir, c'est l'ennemi qu'il de affronte, l'Undertaker. Undertaker, il était en cosplay Alors- du mec de Fantasme. Avec quel homme politique le Boogeyman a fait sa publicité? Sa publicité. Ouais. Américain. Enfin, tu sais pas qui fait Oui, la je pub pense de que qui. c'est. C'est un homme politique américain. Ah ouais, Ouais. alors, est-ce qu'on est sur C'est- du Trump ou est-ce Eh que ben ouais, bingo, bravo, tu te rattrapes bien. C'est avec Donald Trump. Ils se menacent mutuellement dans une vidéo promotionnelle. Ah oui, mais alors, on est sur le catcheur là. On est sur le catcheur. Ah oui, pardon. Moi, j'étais en train de chercher Oui, parce un que Boogeyman type Trump Leatherface a- qui est en train de causer avec un président. Non, Mais non, non. pas- C'est Trump avait Oui, à mais l'époque. le catcheur je qui vois. s'appelle le Boogeyman qui Oui, oui. provoque Trump et Trump lui répond. Trump avait rasé la tête dans le catch, quoi. Je veux dire, il était monté sur scène à l'époque où c'était juste Trump a fait ça. un agent immobilier de luxe. Il avait rasé la tête du on va dire Ouais, du ouais, chef ouais. de la FIFA du catch, quoi. Je sais Il plus faut comment ça. vraiment que je m'intéresse plus au La catch. World parce que, Wrestling Federation. Ouais, c'est ça. il faut vraiment que je fasse une culture Ah sur oui. le catch. Ouais. Increvable. Par définition, le Boogeyman reviendra. Il ne peut pas se noyer, ni brûler, les coups ne servent à rien, le couper en petits bouts non plus, rien n'y fait. Il faut un truc spécial pour le repousser, car chaque Boogeyman a son talon d'Achille. Mais de toute façon, même avec un talon d'Achille, on n'en a jamais fini avec lui. Trope suivant, les poursuites laborieuses. Vous voyez ce que c'est qu'un plan séquence? Eh ben, imaginez un long plan séquence avec des portes qui se referment, mais très longtemps. Des héros qui tombent en se tordant la cheville, des voitures qui tardent à démarrer. Voilà, si vous voyez ça, vous pouvez être à peu près sûr que c'est un film dans lequel vous allez trouver un Boogeyman. Et puis, le dernier, je crois, des tropes, c'est les morts stupides, quoi. Parce que face au Boogeyman, on va mourir de bien des manières. Ça permet de relâcher l'ambiance dans le film, de se tirer des grandes barres de rigolade quand on le regarde avec ses potes. Et puis, ça permet aussi voilà, ça permet juste de relâcher l'ambiance et puis de faire Mais parler des de fois, soi. ça fait du bien quand t'es bien tendu et que tu commences à te dire. Oh, j'ai un peu les miquettes là. Voilà. Ça va avoir un truc où tu fais. Bah, lui, quand même. Dans Candyman, C'est peut-être le moment où, je le dis comme ça, la fille de Talmot peut aller se coucher parce que Talmot a dit que tu racontais Simon a dit que tu racontais des super histoires, mais que du coup sa fille voulait pas aller se coucher. Ah oui, mais c'est pas pour les enfants. Enfin bon, on arrive bientôt à la fin. Allez, donc, t'inquiète pas, il y a des morts rigolotes on va- maintenant. Voilà. Dans Candyman, ouais, il y a un enfant qui passe la tête par une fenêtre à guillotine et vous imaginez bien la fenêtre se referme. Eh bien, messieurs, je vous remercie de ne pas vous être enfuis en courant. De toute façon, je vous aurais rattrapé. Et avant de vous quitter, je tenais à vous dire, surtout, vous ne comptez pas vous débarrasser de moi aussi facilement, car je prépare la suite de ce quiz, la revanche, pour bientôt. Exactement, comme dans tout bon film de Boogeyman qui se respecte, puisque le film Boogeyman existe, il y a le 1, le 2, le 3. Il y a moult, comme tu le disais, tropes, hein, le fameux... je pense que celui qui est le plus prisé aussi, en plus de choper quelqu'un par la cheville, c'est celui où on n'attrape pas quelqu'un par la cheville. Tu sais, quand tu vois la main qui sort Ah oui. de sous le lit, par exemple, qui s'approche, Et puis la cheville s'en hop, va. et la personne fait un pas et la main retourne sous le lit et tu sais que... Voilà.
Et pour finir, La je porte vous de invite... placard, tu sais, Ouais. je cherche des vêtements dans ma porte de placard une fois, C'est ça. 2 fois. Et bon, je tourne la tête, la porte Je s'ouvre et t'as passe quand même ma quelqu'un qui main, regarde. je prends le cintre, il y a un visage à côté, mais je l'ai pas senti. Et voilà. Et si vous voulez retourner dans l'univers du Boogeyman spécial pour les enfants cette fois-ci, je vous invite à lire Calvin et Hobbes avec ce fameux passage où il est sur son lit avec sa peluche et où il dit « Mais il y a pas de monstre sous mon lit !» Et tu vois les bulles qui sortent de sous le lit qui fait « Non, il y a personne, on n'est pas là, non. » Voilà. Merci beaucoup Talmo pour ce quiz spécial Boogeyman. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir, pour ceux qui l'ont fait en vidéo sur Twitch, YouTube, Facebook, pour ceux qui l'ont fait à la radio sur les ondes. Merci à toi Damien également, merci à toute l'équipe technique qui se trouve de l'autre côté, ceux que vous ne voyez pas, Alexis, Benoît, Yann, mais peut-être on est en pourparlers un jour, vous les entendrez. Et oui, peut-être comme Damien est venu de ce côté-là, on va remettre tout l'écran ici. Il faudra que chacun ait sa caméra, on fera que des selfies. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Nous, on va vous faire des gros bisous. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. On va se quitter en musique comme il se doit, mais encore avec n'importe quoi. Non, alors finalement pas n'importe quoi. Je change ma dernière chanson parce que Gary Rossington nous a quittés. C'était un des derniers rescapés de l'accident d'avion de Lynyrd Skynyrd. Donc je propose qu'on se quitte avec Lynyrd Skynyrd. On va écouter Freebird s'il nous reste 25 minutes. On va écouter plutôt Simple Man s'il nous reste que 5 minutes. Je verrai ça en fonction du montage de l'émission. Vous verrez ça en l'entendant à la radio. L'émission d'aujourd'hui se termine, mais n'hésitez pas à la podcaster sur les plateformes SoundCloud, iTunes et Spotify. Toutes les infos et l'agenda de l'émission sur notre site internet www.deludes.com.